Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue pour cette soirée débat consacrée à la blockchain. Bonjour à ceux qui sont dans la salle et aussi bonjour à ceux qui nous suivent sur Internet, puisque nous inaugurons une retransmission en live de cet événement sur Internet. Donc nous avons sans doute un certain nombre de personnes en ligne qui vont suivre nos débats, la présentation de nos invités et nos débats ce soir sur cette conférence. Cette conférence débat inaugure un cycle que nous avons décidé de lancer à l'ESEO sur l'intérêt des nouvelles technologies et les enjeux des nouvelles technologies par rapport à la société. C'est un cycle que nous avons appelé Innovation et Société. Ce que nous voulons, c'est comprendre les impacts sociétaux des nouvelles technologies, ce que ça va changer dans notre vie, dans notre organisation, dans nos entreprises, peut-être dans nos modes de vie de façon plus générale. Et nous avons choisi de démarrer ce cycle de conférences par la blockchain, qui est une technologie dont on dit qu'elle va changer peut-être beaucoup de choses dans la société. Donc c'est un bon exemple de ce type d'enjeux liés à des innovations technologiques pour nous aider à comprendre les changements, peut-être les bouleversements qu'elles pourraient apporter dans notre société. Donc je suis Olivier Payet, directeur de l'ESEO, et nous avons fait venir ce soir un panel de spécialistes du sujet ou de gens qui pourraient nous apporter un éclairage sur ce sujet. Je les remercie de nous avoir rejoints. D'abord, je vais commencer par Sam Guillaumet, qui a une grande qualité, c'est d'être un ingénieur ESEO, donc ça c'est une très grande qualité, qui travaille maintenant depuis plus de 25 ans dans l'industrie des nouvelles technologies et qui est aussi un entrepreneur, on pourrait même dire maintenant un serial entrepreneur, puisqu'il en est à plusieurs startups, voilà, dont la dernière porte sur une application de la technologie blockchain dont il nous parlera certainement tout à l'heure, la société TwinPeak. Ensuite, Damien Lecamp, que je remercie également, directeur technique de l'entreprise SQLI, dont une des activités importantes est de faire des projets et des applications sur cette technologie blockchain. Donc il est vraiment au centre de la mise en œuvre de cette technologie. C'est sans doute une des personnes qui a le plus d'expérience pratique de la mise en œuvre de la technologie blockchain, et on le remercie également d'être parmi nous ce soir. Et puis également une personne qui va nous éclairer sans doute sur des enjeux un petit peu plus scientifiques et de recherche autour de la blockchain, Romaric Ludinard, qui est enseignant-chercheur à l'ENSAI, qui va ensuite travailler à l'IMT, je crois, c'est ça, à partir de l'année prochaine, à l'IMT, voilà, et qui est spécialiste de la recherche dans la fiabilité des systèmes distribués. C'est à peu près ça? C'est pas mal. C'est pas mal? On pourrait préciser si c'est pas tout à fait ça. Sachant que la blockchain est un terrain d'expérimentation particulièrement intéressant pour ce type de recherche. Et donc, vous utilisez la blockchain comme un objet de recherche autour de la fiabilité des systèmes distribués. Vous nous préciserez tout ça tout à l'heure. Donc, on a le point de vue d'une application, d'une personne qui met en œuvre la technologie blockchain dans des projets variés et d'un chercheur qui pourra nous éclairer sur des enjeux scientifiques autour de la blockchain. L'idée de cette soirée, c'est que ce sera une soirée aussi interactive, donc on va d'abord interagir avec les participants du panel, mais aussi on est là pour éclairer toutes les questions que vous pourriez avoir dans la salle autour de cette technologie ou des enjeux qui l'accompagnent, des enjeux techniques ou sociétaux. Donc on vous donnera la parole à la fin de cette conférence. Si vous souhaitez poser des questions, interagir avec le panel, n'hésitez pas, on est là pour vous faire intervenir. Je voulais commencer donc par une très brève introduction et par expliquer aussi qu'est-ce qu'on va essayer de faire ce soir en termes de clarification des enjeux. La blockchain, c'est une technologie nouvelle qui a quelques caractéristiques. Je vais essayer de la résumer avec mes mots à moi, mais je demanderai tout à l'heure aux panélistes de la résumer. La blockchain, c'est d'abord un registre d'informations, un grand registre d'informations qui permet d'enregistrer des informations séquentiellement. Un registre qui a quelques caractéristiques. Il est réputé sécurisé et il est réputé distribué sans aucun point de contrôle centralisé et infalsifiable. Alors quand on a dit ça, d'abord on va se poser la question de savoir si c'est réel et de savoir finalement pourquoi est-ce qu'on a besoin de registres distribués, infalsifiables et sécurisés et donc non centralisés. Alors, quand on se pose la question de l'usage d'un registre, on s'aperçoit que dans la société, on fait un usage de registre de façon très courante. Il y a énormément de métiers qui font un usage de registre. D'abord, une banque
est finalement un grand registre. Elle enregistre vos transactions pour vous dire à tout instant quel est le solde de votre compte. Donc une banque est un registre avec un tiers de confiance qui maintient ce registre, qui est votre banque. D'autres applications sont des applications contractuelles. Quand vous contractez avec un tiers, eh bien vous enregistrez un engagement qu'un tiers va vous fournir un produit, un service. Ce registre doit être fiable, doit être préservé pour que dans l'avenir, quand on veut retrouver la trace des engagements des uns envers les autres, on puisse revenir à l'origine de ces engagements. On veut s'assurer qu'ils ne pourront pas être transformés, qu'ils ne pourront pas être modifiés. Donc des applications qui ont besoin d'un registre permanent, fiable, il y en a potentiellement énormément. Pour autant, est-ce que ces applications sont des applications qui pourraient un jour basculer sur la technologie blockchain à la place des supports qu'ils utilisent aujourd'hui? Je crois que c'est toute la question, c'est tout l'enjeu que l'on va essayer de discuter cet après-midi avec nos spécialistes. Donc je voudrais proposer à nos spécialistes de discuter sur 4 sujets principaux. D'abord, le premier, c'est de nous éclairer tous collectivement, et je m'inclus là-dedans, sur la technologie blockchain. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont ses caractéristiques et quels sont ses potentiels d'application? Donc d'abord, quelles sont les caractéristiques de la blockchain? Je vais leur demander de nous éclairer sur s'ils devaient la décrire à des non-spécialistes. Comment est-ce qu'ils la décriraient? Je pense un petit peu mieux que ce que je ne l'ai fait à l'instant. La deuxième chose, c'est que on voudrait proposer à nos panélistes de donner un certain nombre de retours d'expérience ou d'usages envisagés, concrets, puisque j'en ai cité certains, mais qui sont peut-être théoriques. Je voudrais qu'on passe en revue un certain nombre d'usages concrets, prouvés ou expérimentaux de la technologie blockchain, et que l'on voit concrètement comment la technologie blockchain a été mise en œuvre dans ces cas d'usage. Ensuite, je voudrais passer en revue quelques enjeux scientifiques ou techniques. On a une technologie, est-ce qu'elle est mûre, est-ce qu'elle est prometteuse, est-ce qu'il y a des limites, est-ce qu'on voit des difficultés potentielles à sa mise en œuvre, ou bien des concurrents peut-être à cette technologie. Donc quels sont les enjeux futurs de cette technologie? Et puis le quatrième point que je voudrais qu'on aborde, c'est la question de la mise en œuvre de cette technologie. Imaginons que certains aient une idée d'application qui fasse un usage de la blockchain. Concrètement, comment on s'y prend, avec quel écosystème, par quels moyens, sachant que c'est une technologie émergente, mais avec quand même des grands acteurs industriels qui se sont engagés à la soutenir et à la développer. Donc on verra que la mise en œuvre est un enjeu, mais aussi une opportunité et des possibilités tout à fait concrètes émergentes. Voilà, donc en gros l'idée de ce débat ce soir, et puis évidemment toutes les autres questions que vous avez en tête, n'hésitez pas à les ajouter à cette liste. Donc je vais peut-être commencer par le premier sujet, en proposant à nos panélistes de décrire peut-être avec leurs mots à eux la blockchain, avec les caractéristiques que vous lui voyez et peut-être les grands domaines sur lesquels vous la voyez mise en œuvre, sachant qu'après on passera dans un deuxième temps à des retours d'expérience ou à des analyses concrètes de projets et d'applications. Donc voilà, si vous voulez commencer, si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas. Bonsoir déjà. Je pense qu'on va certainement aborder tout un tas de descriptions techniques. Alors j'aurais bien aimé démarrer par une description non technique de la blockchain, et ce qui d'ailleurs nous a séduit en fait dans cette technologie-là, qu'on n'avait pas du tout identifié au début comme étant un besoin pour le projet que l'on met en place. Et ce besoin-là est le suivant, c'est que on s'est retrouvé effectivement à un instant à être obligé de rédiger un contrat, vraiment le contrat comme n'importe quel juriste peut le comprendre, un contrat qui engage des parties qui ne se connaissent pas, qui ne se connaîtront pas. Et donc on avait effectivement une impasse qui était comment est-ce qu'on contracte des entités qui ne se connaissent pas, qui ne sont pas amenées à se rencontrer. Et là, on sait faire ça dans le monde réel, puisqu'on sait aller chez le notaire quand on veut acheter un bien à quelqu'un d'autre, on sait passer devant le maire quand on veut se marier avec quelqu'un, on sait faire tout un tas de choses comme ça. Mais par contre, quand il s'agit de contracter une entité qu'on ne connaît pas ou qui est virtuelle, ce qui est le cas de ce que l'on fait, je reviendrai peut-être un petit peu sur l'application après, et puis on avait cette impasse. Et donc du coup, ce que cette technologie-là nous apporte, c'est la capacité de rédiger un contrat qui va lister les droits et engagements de chacune des parties. Et puis de stocker ce contrat-là dans la blockchain et de mesurer effectivement la consistance du contrat et la bonne exécution du contrat et la bonne exécution de chacune des règles du contrat en fonction des parties. C'est vraiment ce que j'ai trouvé intrinsèquement séduisant dans cette technologie-là.
en dehors de l'intérêt intellectuel qu'on peut avoir, mais je pense que voilà, les deux copanélistes ici seront certainement bien plus pertinents que moi. En tous les cas, c'est le challenge que je leur donne. Mais en tous les cas, effectivement, je pense qu'il y a une curiosité intellectuelle qui est certaine, mais intrinsèquement, ça permet, avec mes mots à moi, de donner de la confiance sur Internet. Donc, certains parlent de la troisième génération d'Internet, qui sera le Trusted Web, l'Internet de confiance. Si on croit à ça, je pense que la blockchain sera certainement un des éléments incontournables pour aboutir à ce vœu pieux. Voilà. Peut-être Daniel Lecamp, est-ce que vous pourriez, puisque vous êtes un spécialiste du domaine, nous décrire la blockchain, nous faire un tutoriel en quelques minutes pour des non-spécialistes sur cette technologie, nous expliquer concrètement en quoi ça consiste et comment ça marche? Tout à fait, oui, merci. En fait, au-delà du rôle que je peux avoir avec CPLI, j'anime depuis 6 mois un meet-up à Nantes, le meet-up blockchain et société. L'enjeu que je l'ai construit, je l'ai monté avec quelques autres acteurs de la blockchain à Nantes, c'est d'échanger et de discuter de quelle manière la blockchain pourrait impacter nos sociétés. Et en fait, en retournant la solution et l'idée, et c'est souvent ce qu'il faut faire d'ailleurs dans le business, c'est se dire, ok, il y a une solution technique, mais finalement, les clients, ils s'en fichent des technos. Ce qu'ils veulent, c'est qu'ils ont des problèmes, et ils veulent résoudre des problèmes. Et évidemment, on a regardé notre société à la loupe, et on s'est dit, mais finalement, dans notre société, il y a un certain nombre de choses qui marchent, et puis il y a un certain nombre d'autres choses qui ne fonctionnent pas. Ces derniers mois, on a été bien servis sur des sujets, par exemple, de transparence, de confiance dans les dires ou dans les actes que les gens ont pu partager. Et aujourd'hui, clairement, je ne dis pas que la blockchain est une réponse à ça. Hein. Par contre, on a clairement aujourd'hui une problématique de transparence dans certaines actions qu'on déclare. Si on prend les profils qu'on peut avoir sur des réseaux sociaux, la confiance qu'on peut accorder à ce qu'on a mis dans les quelques lignes de CV, LinkedIn ou autres, les CV qu'on peut présenter, les diplômes qu'on peut afficher, finalement, quelle véracité de cette information qui est aujourd'hui mise sur la place publique. Tout ça, c'est mis sur la place publique. Et on part du principe qu'on a confiance dans cette information-là. Mais en fait, elle est en grande partie, évidemment, véridique, mais aussi il y a une partie d'informations soit volontairement corrompues, modifiées, parce que chacun en tire le profit. Et en fait, en analysant cette information, on s'est dit, mais finalement, si on se projette demain, on veut plus de transparence, on veut plus finalement, même problématique que toi ça, mais comment faire ça? Est-ce qu'il faut faire confiance à LinkedIn en mettant toutes les informations chez eux et qu'eux soient assermentés pour assurer que l'information est véridique? Ou est-ce qu'il faut faire tous ensemble à l'échelle mondiale quelque chose qu'on partagerait ensemble, tous, finalement le même registre, peut-être de ces informations publiques? Et finalement, là, avec ce que je viens de décrire, cette espèce d'information qu'on partagerait tous, alors qu'on n'est pas des acteurs qui travaillent ensemble au quotidien, on se croise dans la rue, on se voit sur des lieux de travail, sur nos lieux de loisirs ou autres. Comment partager cette information? La blockchain peut être un de ces enjeux. Il y a des limites technologiques évidemment aujourd'hui. À l'échelle de 9 milliards d'humains, il y a un peu de travail à faire. Mais déjà à l'échelle de quelques centaines de milliers d'acteurs, il y a des gens qui ont réussi à partager de l'information avec le même niveau de partage d'informations. On ne dit pas qu'ils la partagent avec tout le monde. Par contre, entre eux, ils partagent la même information, ça c'est important, en étant certain que les autres ont accès à la même information aussi, en étant certain que personne ne va pouvoir modifier ou introduire une donnée que seuls eux auraient, que les autres ne verraient pas. Donc on est vraiment dans cette logique d'un registre partagé, avec des gens de confiance ou pas. Donc là, si on raisonne le blockchain entre guillemets public, tout le monde peut rejoindre ça. Donc dans une logique où on va travailler entre nous, entre quelques entités, quelques entreprises, mais on n'arrive pas à travailler ensemble parce qu'on ne voudrait pas faire un système centralisé. Et bien avec une blockchain, on va pouvoir partager ces informations et avoir cette transparence entre soi. On ne veut pas forcément l'avoir avec tout le monde, hein. C'est pas forcément la logique. Et voilà, ça c'est un des enjeux, se dire, et qu'on travaille dans le meetup, comment partager de l'information sans pour autant que quelqu'un se l'accapare, sans pour autant que quelqu'un ait plus de poids, plus de force qui imposerait l'information aux autres. Tout le monde est au même niveau. Et ça, c'est un des enjeux que la blockchain est capable de répondre et de résoudre aujourd'hui. Le deuxième enjeu, si je reviens sur la transparence, si on raisonne à l'échelle mondiale, et là on va se projeter dans les usages, moi je rêve. Ce monde fait un petit peu peur, mais un monde dans lequel on pourrait se dire finalement ces informations publiques dont je parlais, finalement on serait un petit peu assermenté, on discutait peut-être tout à l'heure, comment on injecte de la donnée dans la blockchain. Finalement on pourrait dire, ok, cette information elle est juste, elle est véridique, elle a été enregistrée à telle date dans la blockchain, on a la preuve, le diplôme, hein, ça commence à venir, il y a des startups qui se sont montées sur le sujet et qui proposent à des
des universités, des écoles d'ingénieurs enregistrées, que donner à la blockchain. Et voilà, peut-être un monde demain où on ira au-delà de ces simples informations de CV, peut-être d'aller sur la traçabilité de toute notre vie publique. Voilà, ça fait un peu peur, mais bon. Sachant que ça peut être de la traçabilité publique ou privée, donc il peut y avoir des applications en cercle fermé ou des applications au contraire publiques de la blockchain. Exactement, il y a des contextes, on pourrait dire, dits publics, ouverts à tout le monde, et des contextes où on va partager avec certains. La logique un peu de certains réseaux sociaux où on partage de l'information qu'avec certains, pourquoi pas. La blockchain n'implique pas forcément de stocker l'information elle-même. On stocke une preuve de possession de l'information. On discutera tout à l'heure, il y a des enjeux effectivement de protection de la vie des données personnelles. À la fois en tant que citoyen on veut faire, mais d'un point de vue réglementaire, ça va devenir très fort dans les années à venir. Donc attention à ce qu'on stocke de la blockchain, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. D'accord. Donc en termes techniques, sinon, alors on n'a pas parlé vraiment de l'aspect mise en œuvre technique, peut-être quelques mots, c'est un ensemble de serveurs, c'est une base de données distribuée qui réplique la même information à différents points du globe. C'est exactement ça. On ne va pas forcément parler de serveurs, en fait n'importe qui, vous avez peut-être entendu parler des blockchains Bitcoin, peut-être Ethereum qui commence à exploser sur le marché. En fait vous en entendez parler sur les aspects spéculatifs de ces blockchains. En fait il faut juste imaginer que ce sont des gens qui échangent des capsules de bière entre eux. Finalement, ce que génère une blockchain, c'est pas plus de valeur que ça. Mais finalement, si je trouve, moi j'achète une capsule de bière 50 centimes, et je trouve quelqu'un qui m'achète 1 euro, lui-même la vendra peut-être 1,50 € à quelqu'un d'autre, et puis 2 € encore à quelqu'un d'autre. Et voilà, c'est juste ça qui fait l'aspect spéculatif. C'est juste ça qui fait l'aspect spéculatif des blockchains. Du Bitcoin et d'autres blockchains aussi qui sont publiques. C'est dommage. Et en fait, concrètement, si on rentre dans le détail, aujourd'hui, que ce soit Bitcoin ou Ethereum, on est sur des centaines d'ordinateurs qui sont personnels ou d'autres un petit peu plus costauds, une certaine catégorie de gens, d'acteurs de la blockchain. N'importe qui peut rejoindre. Par définition, une blockchain publique et publique. Vous allez sur le site de Bitcoin ou d'Ethereum, vous installez le client qui vous permet de vous connecter, vous récupérez toute la base de données. Donc là, 120 gigas, 130 pour le Bitcoin, quelques dizaines sur Ethereum, et puis voilà, chaque blockchain a ses caractéristiques. Ça y est, vous êtes acteur du réseau, vous êtes dedans. Vous faites partie de ces centaines de milliers de nœuds qui vont partager cette information. Alors vous êtes simple lecteur, vous devez accéder à l'information. Dans un second temps, vous pourriez insérer de l'information. Il faut un peu plus de pouvoir pour pouvoir le faire, mais c'est le genre de choses qui est possible de faire. C'est très très simple d'accéder à la blockchain. Peut-être une question sur l'aspect scientifique des choses. Vous, comment est-ce que vous voyez la blockchain comme un objet de recherche? Vous avez, j'imagine, une définition peut-être un petit peu différente dans votre monde plus scientifique. Comment est-ce que vous définissez la blockchain et quels sont les liens avec vos travaux sur la sécurité des systèmes distribués? Alors nous, on voit ça comme effectivement comme un registre partagé. Ça, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup dans les systèmes distribués, les mémoires partagées, et effectivement qui est inaltérable, intègre plutôt, donc qui ne peut pas être manipulé. Et on voit ça comme un serveur de temps aussi, puisque avant ce qu'on savait faire, typiquement dans les systèmes pair à pair, j'imagine qu'il y a plein de gens qui ont acheté des films sur internet, pas très légalement. Et en fait, dans ces systèmes-là, où c'est un peu la base qu'on va avoir derrière les fonctionnements blockchain, en tout cas public, globalement on est capable de maintenir un état du système. Il y a un moment où vous pouvez aller chercher un film à tel endroit, et puis si vous voulez retrouver un film qui est sorti il y a 20 ans, ça va être compliqué, parce que les gens ne maintiennent plus cette information. La blockchain, en fait, on est capable en plus de rajouter une notion d'historique. Même si ça va être dur de trouver cette information qu'on cherche de film il y a 20 ans, on sera capable de dire que le film a été disponible dans le système. Et ça, c'est quelque chose de pas mal que vous ne savez pas faire avant. Maintenant, ça ne fait pas tout, je pense, il faut être honnête. Et là où il y a un enjeu de recherche, c'est déjà d'être capable de dire ce que ça fait. Ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, c'est globalement, on va dire une preuve de concept initialement. C'est une expérimentation qui tourne pour Bitcoin depuis 10 ans quasiment. Et en fait, on a du code. Il n'y a pas de travaux d'analyse, on n'a pas de travaux de spécification d'un point de vue informatique. Quel problème ça résout, comment on le résout. Et donc, effectivement, être capable de rétro-ingénierer ces protocoles et d'exhiber des propriétés, des garanties en termes de persistance, en termes de malléabilité, manipulation, ça c'est extrêmement intéressant. Et après, il y a la question effectivement des cas d'utilisation, puisque la plupart
on verra tout à l'heure, mais des cas d'utilisation qu'on va avoir aujourd'hui, en général, ils font du suivi d'actifs. Donc c'est assez le modèle qu'on va avoir sur les crypto-monnaies dont on parlait tout à l'heure. Et est-ce que c'est pas très clair qu'on puisse pas faire autre chose? Il y a certains qui ont des idées. Dans quelle mesure, c'est intéressant, et dans quelle mesure ça nécessite un tiers de confiance, malgré l'aspect décentralisé. Typiquement, pour reprendre l'exemple des diplômes, même si on va mettre une preuve de possession, une preuve d'existence dans la blockchain à un instant donné, il y a quand même bien une école qui a tamponné l'information, et donc on s'appuie sur un tiers de confiance. Et cette confiance-là, aujourd'hui, on n'est pas capable de la distribuer autrement qu'en s'appuyant sur les écoles qui délivrent les diplômes. Donc on a des blocages ici, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, et il y a des choses potentiellement qu'on pourrait peut-être faire ou pas pour être capable d'étudier les propriétés de l'ensemble. Voilà. D'accord, merci. Je propose que peut-être qu'on passe à des exemples concrets, des projets que vous lancez, que vous êtes en train de lancer ou que vous avez vécu, pour qu'on illustre finalement l'usage de cette technologie blockchain et le retour d'expérience peut-être des premières applications que vous avez vues sur ces technologies blockchain. Donc peut-être ça, mais je peux commencer par décrire un peu le projet que l'on est en train de développer. Merci d'ailleurs pour l'introduction des tiers de confiance, parce que ça s'appuie exactement là-dessus. Donc, l'objet du projet, là, qui s'appelle donc Twin Peak, c'est de... Il y a plein de façons de le décrire. Je vais essayer. La première, c'est de permettre aux internautes d'avoir une existence anonyme et sécurisée sur Internet. Et donc, l'idée, c'est que je veux m'exposer, au contraire, je veux exister sur Internet, mais sans dévoiler mon identité, mon lieu d'habitation, etc. Et pour ce faire, notre idée, c'est d'exister au travers de jumeaux, donc d'où le nom Twin Peak. Et donc j'ai autant de jumeaux que d'activités. Je peux avoir un jumeau sportif, un jumeau professionnel, un jumeau littéraire, etc. Et donc j'ai ces jumeaux qui vont exister. Donc on vient occulter l'adresse IP, tout un tas de moyens de reconnaissance du device, puisque c'est intrinsèquement à travers son device qu'on est reconnu, hein, son téléphone, son PC ou autre. Et donc je dirais l'accès à l'anonymisation et à la sécurisation, ça se fait. Voilà. Et l'impasse dans laquelle on est tombé après, c'est de se dire, mais c'est bien de pouvoir aller sur Fnac.com de façon anonyme, mais si je veux acheter un bouquin derrière et que je sors ma carte bleue, on va me dire, bah, c'est bon, Guillaume, on t'a reconnu, c'est ma carte bleue qui a été révélée. Donc la question qu'on a eue, c'est de dire, ben, comment est-ce que derrière, je vais à une entité virtuelle, hein, un jumeau, comment est-ce que je vais pouvoir donner des moyens de paiement, donc des cartes bleues, un compte PayPal ou autre. Et c'est là qu'effectivement, la blockchain s'est révélée, parce qu'il faut intrinsèquement que l'on associe à cette entité virtuelle l'existence d'un individu, d'un compte en banque, d'une banque derrière, et donc une capacité à livrer une carte de crédit. Et donc, le contrat dont je parlais tout à l'heure vient associer donc, un tiers de confiance, une banque, qui, elle, va avoir la capacité d'identifier un individu. Donc, dans le monde bancaire, il y a cet acronyme KYC, Know Your Customer, qui impose à une banque d'avoir la certitude que l'individu devant habite bien l'adresse indiquée. Donc voilà, il faut venir avec une quittance, une facture EDF ou autre. Et puis avoir effectivement une preuve de son identité. Donc je viens avec mon passeport, j'ai la tête qui correspond bien à la photo, etc. Et donc là, je suis réputé KYC et la banque peut m'ouvrir un compte. Et donc là, l'idée, c'est qu'effectivement, dans ce contrat, on a donc le tiers de confiance, banque, qui va attribuer ce label KYC, l'individu, et puis nous qui allons être associés à un numéro de contrat, donc plus un individu, on va être associés à un numéro de contrat, et on va pouvoir donner effectivement l'existence à tous ces jumeaux. Et donc derrière, le jumeau va pouvoir, au travers de ce contrat-là, hériter d'une carte bleue, d'un moyen de paiement, etc. Donc on retrouve bien effectivement les éléments dont on a parlé tout à l'heure, la notion de tiers de confiance, et puis la notion effectivement de registre, c'est que toutes les transactions que ce jumeau ou ces jumeaux vont faire, eh bien, vont être capturées dans ce grand journal, voilà, dans ce ledger. Ça va être capturé dedans, et à tout moment, je peux dire, ben voilà, les données à tel moment ont été accédées par telle entité ou telle autre, ce jumeau-là a activé la carte bleue pour effectuer tel achat, etc. Donc cet historique, voilà, ce journal, ben, c'est ce qui est requis par n'importe quelle banque. Hein. Olivier en parlait tout à l'heure, effectivement, c'est intrinsèquement le métier d'une banque de tenir effectivement un grand journal. Voilà. Donc c'est en cours de développement, et nos premiers clients sont évidemment des banques, voilà, qui elles, cherchent effectivement à proposer des nouveaux services à leurs clients.
au travers de gestion sécurisée d'existence sur Internet. On parle, en fait, on a introduit la notion de patrimoine informationnel. En gros, le pari que l'on fait, c'est que l'ensemble des données que l'on produit au quotidien constitue à terme ce qu'on appelle le patrimoine informationnel et qu'on sera amené à pouvoir valoriser à terme. Donc, notre pari, c'est celui-ci. Quand on parle de patrimoine sécurisé, c'est évidemment, ça intéresse les banques qui sont, elles, en devenir, en tous les cas, leur métier est sérieusement chahuté par l'introduction de ces nouvelles technologies. Et donc, du coup, il y a ce besoin pour elles d'inventer des nouveaux services. D'accord, merci. Donc là, on parlait d'enjeux sociétaux. Peut-être juste pour rebondir avant de passer à d'autres exemples. Là, il y a un gros enjeu sociétal qui est de reprendre la maîtrise de son identité et de son information qui aujourd'hui, et on le sait, est entièrement entre les mains des Google et des vendeurs de publicité qui savent qui on est et ce qu'on est en train de faire avant même que nous, on sache pratiquement. C'est ça. Donc, Damien parlait tout à l'heure d'une pression réglementaire. Donc, vous avez peut-être entendu parler de la RGPD, en français, Réglementation Générale pour la Protection des Données, qui va être effective en mai 2018. On parle souvent du droit à l'oubli, donc à partir du 25 mai 2018, très précisément, on pourra effectivement exercer son droit à l'oubli. Mais entre autres, il y a un certain nombre d'autres droits qui seront associés à ça. Donc on va voir effectivement, attendez-vous à voir dans la presse, dans les mois à venir, beaucoup de couverture sur ce sujet-là, parce que c'est un énorme enjeu, qui est effectivement la reprise de ces données sur Internet. Et donc une halte un petit peu à ce pillage dont on est tous victimes. Voilà. Il n'y a pas encore une vraie reconnaissance de la valeur que ça peut avoir. Voilà. On est tous un petit peu gênés par les pubs qu'on en a. On a tous eu la malheureuse expérience de vouloir acheter un billet d'avion et puis d'attendre 10 minutes, un quart d'heure, de réfléchir un peu, puis de se dire tiens, maintenant je l'achète, puis les 10 € plus cher. Voilà. C'est parce que vous avez été traqué, c'est parce que vous avez été suivi. Il y a tout un tas de théories qui sont extrêmement bien, très sophistiquées, et des sociétés qui ont été introduites en bourse de façon extrêmement pertinente sur ces sujets-là. Donc ça existe, effectivement. Il y a une prise de connaissance. Donc le législateur, pour une fois, a été quand même très effectif et très efficace avec cette réglementation. Et donc, ça devrait effectivement être pour le bénéfice de tout le monde dans quelques mois. Effectivement, c'est intéressant de voir qu'une technologie qui est faite pour garder l'information permanente, finalement, va peut-être favoriser le droit à l'oubli, parce qu'elle va nous permettre d'étanchéifier les différentes informations, les sources d'informations. L'idée intrinsèquement là, c'est que c'est vraiment l'individu qui reprend la maîtrise de ces données. Merci. Quelques autres exemples un peu emblématiques que vous aimeriez nous citer? Oui, effectivement. Alors, en fait, on peut classer un certain nombre d'usages. Il y a à la fois les classements un peu techniques, puis les classements orienté sur ce qu'on peut voir vis-à-vis de la presse. Donc, si vous regardez un peu la presse aujourd'hui autour de blockchain, si vous tapez blockchain, vous verrez exclusivement parler quasiment des aspects spéculatifs des blockchains. En fait, on va avoir des vagues successives du Bitcoin, Ether en ce moment, puis il y en a d'autres, Monero qui vont venir. Je parlais d'échange de capsules de bière, c'est exactement ça. Hein. C'est juste des gens qui trouvent quelqu'un d'autre qui est prêt à acheter plus cher. Donc on est dans un usage spéculatif de la blockchain, très bien. Il faut vraiment dissocier cet usage-là qui sert à certains. Si les gens veulent rentrer dans cette logique, c'est très bien. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent faire beaucoup d'argent avec ça. On a d'autres usages, c'est-à-dire que la blockchain permet de faire bien d'autres choses que simplement ça. Là, on est dans pour moi, le fait de dévoyer complètement la technologie. Ça va de la blockchain, on fait de la spéculation, bon, très bien, c'est toute l'histoire de l'humanité. On peut se servir de la blockchain pour faire plein d'autres choses. Et en fait, si, je l'expliquais tout à l'heure Romaric sur le transfert d'actifs, en fait, on peut se servir de la blockchain pour faire vraiment d'autres usages. Je pense au premier autour de la preuve de possession, on parlait un peu tout à l'heure. À partir du moment où on a dit qu'on avait un registre distribué à l'échelle mondiale, pour les blockchains publiques comme le Bitcoin, Ether et puis d'autres, des centaines, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'acteurs qui possèdent une copie de cette blockchain. Quand vous enregistrez une information dedans, donc attention à ce que vous stockez, elle va petit à petit se fossiliser avec le temps, elle va être de plus en plus imprégnée fortement dans la blockchain, et elle est associée à une date, elle est associée à qui l'a enregistré, comment. Alors, quand je dis qui, c'est quel acteur technique, pas forcément un humain associé à ça. Et donc vous allez pouvoir, a posteriori, dire, on va regarder, moi, à telle date, j'ai enregistré telle information, et cette information que j'ai stockée, il n'y a que moi qui la possédais. Si on combine ça avec d'autres outils mathématiques rigolos, genre l'extraction d'empreintes à partir d'informations, créer des hashages, par exemple, à partir d'une image, à partir d'un document, vous faites un hash d'une image, vous l'enregistrez dans la blockchain,
Et là, finalement, vous avez fait un système un petit peu de notariat, vous avez reproduit très facilement en disant, bah voilà, aujourd'hui, là, en 2017, j'ai stocké, je possédais telle image parce que j'ai stocké son hash dans la blockchain, et on sait par construction qu'un hash est unique vis-à-vis de l'information d'origine. Donc vous pourrez prouver, ce sera rigolo devant un tribunal, mais un jour, si vous êtes capable d'expliquer à un juge ce que c'est que la blockchain, de prouver devant un tribunal que vous étiez bien le possesseur de telle information à telle date. Donc ça, ce sont les bases en fait de ce qui permet de construire, on parlait tout à l'heure de notaire, voilà, c'est la preuve de possession, on a la base à ce niveau-là. Et donc là, sur ces usages, il y en a des milliers sur le marché, des startups qui se sont lancées, qui lancent des API, qui permettent de stocker l'information, eux-mêmes étant distribués pour garantir que l'info n'est pas un peu dévoilée à l'entrée. En France, on a Kix, qui a Photoproof par exemple, une appli mobile, je vous incite à l'utiliser, hein, je ne peux pas parler dedans, mais elle est très très bien. Photoproof, vous l'installez, vous prenez des photos et hop, elle stocke l'empreinte dans la blockchain Bitcoin, l'empreinte de la photo. Et vous pourrez, en théorie, un jour ça va arriver, prouver que vous possédiez bien telle information à une époque donnée dans le passé. Donc là on est dans les usages plutôt liés à la preuve de possession. Et après le dernier, pour la génération V2, qu'utilise Sam dans son produit, c'est effectivement les contrats. La possibilité de partager pas seulement une information, mais carrément un état qui a des possibilités énormes. Je vais prendre des exemples très concrets. On travaille avec des équipementiers automobiles et un constructeur automobile qui cherche aujourd'hui à tracer finalement la vente et la revente de ces véhicules dans son réseau, et au début, et puis après entre particuliers. Aujourd'hui, il y a une problématique de gérer le kilométrage. Voilà, est-ce que le kilométrage il est un peu bricolé entre acteurs, et finalement, il n'y a pas de traçabilité de ces éléments-là d'acteur en acteur. Pourquoi ? Parce qu'on passe d'acteurs qui n'ont pas intérêt à travailler entre eux. Un garagiste d'une marque différente d'un réseau d'un constructeur, il n'a pas du tout intérêt à collaborer avec le constructeur. Pourtant, ce serait quand même intéressant que cette information soit partagée, parce que ça peut permettre de fiabiliser le système, de garantir que le prix du véhicule ne va pas être dévalué si l'information a été bricolée. Et donc aujourd'hui, la blockchain est un de ces enjeux qui permettrait de partager cette information d'acteur en acteur, puisque chaque acteur serait branché sur cette même blockchain qui partagerait cette information finalement du carnet d'entretien du véhicule. Aujourd'hui, le carnet d'entretien, il est dans votre boîte à gants. Et moi, il est là. Mais la blockchain, c'est la dématérialisation de cet élément-là, où tout le monde, évidemment, là, on sera plutôt sur une blockchain privée, où seuls les acteurs de la réparation automobile, les constructeurs, partageraient ce registre. Et quand vous avez ça en tête, vous pouvez le démultiplier dans tous les domaines. L'aéronautique, l'électroménager, tout. On a besoin de ces registres partagés avec des entreprises qui n'ont pas intérêt à collaborer et qui ont besoin de le faire quand même. Je prends l'exemple des banques, qui sont peut-être les premiers à avoir mis ça en œuvre. Là, c'est presque en production dans un certain nombre de domaines. Des banques, depuis longtemps, elles ont l'obligation réglementaire de collaborer. Elles doivent échanger des données de compensation. Donc même s'ils n'ont pas intérêt, elles sont obligées par le législateur. Donc elles ont un petit peu d'avance sur les autres parce qu'elles savent déjà collaborer. Mais ce qu'elles se sont dit au travers de la blockchain, c'est qu'elles vont le faire plus efficacement. Aujourd'hui, des systèmes point à point, comme on a, un serveur dans un coin, puis tout le monde se connecte dessus, c'est bien, mais ça pose des problèmes de gouvernance. Qui paye le serveur, mais où, qui a accès au serveur, qui peut voir les données, qui peut les consulter. On fait des consortiums, on fait des GIE, on met plein d'argent sur la table, généralement ça échoue en plus. Les banques ont réussi à le faire quelquefois. Et l'enjeu de la blockchain, c'est de le faire aussi bien, voire mieux, et surtout moins cher. Et c'est ça aussi un des enjeux de la blockchain, c'est de faire des choses plus efficacement. Parce qu'aujourd'hui, voilà, les systèmes centralisés, quelquefois il peut y avoir des limites en termes de partage de cette gouvernance. Alors, on parle aussi d'impacts sociétaux, on parle, je ne sais pas, par exemple, on parlait tout à l'heure du notaire, d'enregistrer des transactions chez un notaire. Est-ce que vous voyez des professions en danger ou des professions qui vont être potentiellement très impactées par des applications qui pourraient finalement se passer de certains tiers de confiance? Est-ce que vous voyez des changements importants dans des modèles économiques? Ouais. Ce sont des questions que les clients avec qui je travaille posent. Mais est-ce que je vais disparaître? En fait, il faut se poser la question je le disais tout à l'heure, de la transparence et de la confiance. Quand on a confiance dans l'intermédiaire avec qui on travaille, je veux dire, si vous êtes content du prix du service rendu, il faut changer. L'appât du gain n'est pas toujours une raison d'évoluer. Aujourd'hui, dans nos sociétés, enfin en tout cas en France, son jugement de valeur par rapport à peut-être d'autres pays, on a confiance dans le système, dans l'État, on a confiance dans les notaires. Est-ce que ça doit être remplacé par autre chose?
peut-être, ce serait peut-être pas aussi bien, c'est bien d'avoir des humains aussi quelquefois. Il y a aussi d'autres domaines, aujourd'hui il n'y a pas assez de confiance, ou pas suffisamment. C'est là que la blockchain a vraiment une valeur, parce que globalement s'il n'y a pas de confiance, c'est que le système ne marche pas bien. C'est sûrement qu'on n'a pas trouvé de solution technique jusqu'à présent qui permettait d'apporter cette confiance. Je pense que Sam était exactement dans cet exemple-là. Il n'y avait pas de solution technique à la blockchain, c'est enfin une possibilité de mettre en œuvre quelque chose qui ne fonctionnait pas jusqu'à présent. Vous ne voyez pas un enjeu d'ubérisation de certaines professions qui pourraient être profondément remises en cause par ces applications? Peut-être l'ubérisation du beurre. Voilà, ça je pense. Alors, typiquement, ça c'est, je le travaille avec quelques collègues et c'est un peu dans un collègue, c'est vraiment son credo. Quand on prend Uber, Facebook, Airbnb, ce sont des acteurs qui sont des tiers qui ne possèdent rien. Ils sont juste dans la mise en relation. Et je pense que là, on a un bon cas d'utilisation de gens qui apportent assez peu de valeur. Finalement, on veut échanger du service autour d'un appartement, de la musique, des médias. Voilà, par exemple. Et c'est quoi la valeur de ces gens? Ils sont branchés au bon endroit, il y a un tuyau avec plein d'échanges d'argent, ils se branchent, ils aspirent à une partie du flux. Là, je pense que ce sont des bons candidats à être uberisés demain par eux-mêmes. Les notaires, je ne crois pas trop. Enfin, pas en France. Les notaires, c'est la force de loi. Les interventions, et ça aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on sait remplacer. Ce que signe le notaire, en fait, légalement, c'est la force de loi. Et donc, du coup, même si on a une très belle technologie, on n'ira pas remplacer ça. Donc, on peut remplacer le cadastre. Effectivement, c'est du notariat, il n'y a pas de souci. Mais sur la partie force de loi, c'est pas évident. Juste pour revenir là, il y a des startups effectivement aujourd'hui qui existent. Alors, il y a Slockit, qui doit être de Stéphane Tual, donc c'est un Français, où le but du jeu, c'est faire un Airbnb complètement décentralisé sur blockchain. Il y en a même pour Le Bon Coin, Le Bon Coin quand même, qui est là dans votre vie tous les jours, tous les actes de consommation. Le Bon Coin est là. Et il y a Open Bazaar, par exemple. Donc il y a beaucoup d'applications comme ça où effectivement on peut trouver un équivalent. Mais finalement, la question c'est c'était d'accord. Donc il y a un risque d'ubérisation des ubérisateurs ou des Uber. Exactement, des ubérisateurs. D'accord. Alors, il y a d'autres domaines qui ont besoin de confiance, c'est la démocratie, on en parle en ce moment, puisqu'il y a même des lois qui sont en train de se voter sur le sujet. Donc on parle de vote électronique, ce type d'application. Est-ce que vous voyez émerger, on voit des entreprises qui s'intéressent, ou des sociétés, peut-être des collectivités, peut-être des associations, etc., qui s'intéressent aux technologies de vote électronique, et donc peut-être à des technologies de type blockchain. Est-ce que vous voyez ce type d'application émerger autour de vous? Je ne sais pas si vous avez un avis sur ce type de solution dans le domaine de la démocratie numérique. On peut peut-être parler de l'État d'Estonie, qui pour le coup, est en train de mettre à disposition cette notion de e-citoyenneté. Donc on peut faire un e-wailing en Estonie, on peut être e-citoyen, chacun d'entre nous. On peut demain être citoyen électronique ou virtuel de l'Estonie. Donc je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ces acteurs qui voient effectivement dans ce type de technologie un fort différenciateur, y compris d'un point de vue étatique. Donc je pense qu'effectivement les démocraties, moi j'ai une lecture beaucoup plus pessimiste que le métier de notaire. Je pense que je n'encouragerai pas ma fille à être notaire, ça c'est sûr, parce que je pense que typiquement c'est le genre de profession qui peut disparaître à terme. Alors après, effectivement, le législateur est là, donc tout n'est pas permis. Mais encore une fois, je pense que ce que l'Estonie est en train de faire, je vous encourage à jeter un œil sur estonia.com, je crois que c'est comme ça. Ça ouvre les yeux, effectivement, sur ce qu'il est envisageable de faire, y compris au niveau d'un État. Pour compléter sur ces enjeux de démocratie, je pense qu'on est vraiment, c'était la bonne année, avec l'ensemble des votes qu'on a pu faire. Il y a quand même une certaine lassitude dans l'acte d'aller voter. Je suis grand partisan de comment on le fait, c'est très transparent en France et il n'y a pas de problème. Je trouve un élément qui est très intéressant dans notre fonctionnement de notre démocratie, c'est quand le décompte des votes a été fait dans un bureau de vote, on détruit les bulletins, parce qu'on considère que le process est suffisamment sécurisé, audité, analysé, pour qu'à la fin, il n'y ait pas besoin de garder de traces. Pareil à d'autres pays qui doivent garder pour pouvoir recompter. En France, c'est pas possible de recompter les votes. On garde que les bulletins nuls et ceux qui étaient conflictuels. On détruit les bulletins à l'issue juste après le dépouillement, pardon. Si on revient effectivement, là du coup je vais prêcher comme un paroisse, on développe nous un produit avec enjeu pas forcément de vote, parce que le vote aujourd'hui a une consonance en France et je me suis promis à le trouver très intéressant. Voilà, c'est un peu sacré.
Ça fait 200 ans qu'on vote, le process a été largement éprouvé, des centaines de milliers de fois, ça marche bien. Il y en a qui peuvent se plaindre du coût, pourquoi pas, peut-être le prix de la démocratie. En revanche, il y a d'autres domaines où c'est peut-être plus complexe, où on n'a pas toujours les moyens de mettre en place des isoloirs, des gens, des process avec des dizaines de personnes qui auditent. Ça mobilise des centaines de milliers de personnes en vote à l'échelle nationale. Je suis prêt à payer ça. Par contre, à l'échelle d'une entreprise ou d'entité plus petite, ça peut faire des actifs ou des moyens qui sont peut-être un peu complexes. Et là, je pense qu'on a peut-être plus vocation à peut-être remplacer ça par des systèmes dans lesquels on aurait plus de transparence. Nous, on l'utilise dans ma société, SQLead, un produit qu'on a fait. Historiquement, on fait des baromètres RH. On demande l'avis aux gens, vous êtes content, pas content de votre mission, de votre salaire. Voilà, on fait le vote, on passe par une société tierce qui nous fait ce audit, qui envoie un lien, voilà, on clique dessus, on répond au sondage. Puis une fois qu'on a fini, on se dit, qu'on voit le résultat, on se dit bon, ok, mais la direction n'a pas bricolé les données là. Ça paraît toujours bien. Voilà, même quand la boîte va pas bien, les résultats sont toujours bons, quoi. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais en tout cas en société de service, c'est assez fréquent. Et donc collectivement, mais même la direction, on s'est dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place un système plus transparent? Donc, je reviens à cet aspect de transparence, où chacun peut posséder, du coup on s'est plutôt basé sur le smartphone. On a développé une certaine expertise sur le sujet. Mon jeu est vraiment de mettre la blockchain dans le smartphone. Donc c'est pas le Bitcoin, 120 gigas ça fait beaucoup. Dans une logique de blockchain privée où les acteurs sont maîtrisés, on va savoir qui participe à la blockchain. On va restreindre, on va le faire contre nous, entre les collaborateurs, entre les employés de la société, c'est plutôt intéressant. On va se partager cette blockchain et du coup on va se garantir entre soi, entre nous tous, finalement la transparence de l'information. On va un petit peu contourner la réglementation, puisque comme on est sur un contexte privé, on pourra dire que bon, la loi nous peut-être ne concerne pas tout de suite. Là je suis d'accord avec vous qu'il y a quand même des enjeux par rapport à ça. Ça n'empêche pas qu'on va mettre en place des contre-mesures. Bien sûr, le but de partage des votes des gens, c'est pas qu'on puisse pointer quelqu'un plusieurs années après, toi t'as voté machin, t'as voté, t'étais pas content de ton salaire. Il y a peut-être moins d'enjeux que sur le vote aujourd'hui par rapport à ça. Et donc on a une application mobile qu'on partage entre nous et on répond à des sondages entre nous et on est certains, entre la direction, les collaborateurs, les syndicats, les différents partenaires sociaux, de l'information, qu'elle n'est pas usurpée, que chacun a bien mis sa bonne information, parce que l'accès à la blockchain est direct dans le smartphone. Ça c'est important. Le registre, il est dans le smartphone. Certaines expertises par rapport à ça. C'est ça qui, voilà, un des usages, nous on l'appelle RH Chain, donc au-delà du vote, dans un contexte privé, partager l'information dont on est certain de la véracité. Donc, imaginez à la fin du vote, on partage directement les résultats. Ils sont bons, ils sont pas bons, ça fait partie du jeu. On nous a demandé un bouton, si c'est pas bon, est-ce qu'on peut... Ah ben non, c'est immuable, on ne peut pas modifier les données, c'est comme ça. C'est le jeu de la démocratie, la démocrature. Voilà, c'est comme ça. Donc on demande aussi aux gens une certaine transparence de donner. Voilà, c'est pas un jeu, c'est pas un jeu. On sait sur Internet quand on demande l'avis aux gens, il y a un certain nombre de personnes qui jouent pas le jeu. Là on est vraiment dans une logique, on dit ok, on vous met un outil puissant, profitez-en, jouez le jeu. Donc l'enjeu du vote peut-être à des échelons plus petits, l'échelle nationale, pourquoi pas un jour dans un certain temps. La difficulté peut-être aussi, c'est la confiance des citoyens dans la technologie. On va leur dire que le résultat est X, mais comment est-ce qu'on va leur prouver que le résultat est X et comment est-ce que, du coup, il faudrait faire confiance à des tiers qui eux-mêmes vont certifier que le vote a bien eu le résultat attendu, si tout ça c'est basé sur de la technologie. On a vu des machines à voter qui sont très contestées dans certains pays, donc comment franchir aussi cette barrière de la confiance dans la technologie, même si la technologie nous dit qu'elle-même est fiable, mais c'est la confiance du citoyen dans la technologie. Là, par rapport à ça, il y a quelques éléments. D'une part, c'est faire ce qu'on fait ce soir. Plus on va parler de la technologie, des enjeux, plus chacun individuellement monte en compétence sur le sujet. Il faut forcément être expert. C'est aussi par la formation, des gens à qui on apprend le code, on apprend à auditer du code, à écrire du code, des gens qui sont capables même d'avoir un certain niveau d'accès à l'information. Et surtout, l'open source. Des machines à voter basées sur du code privateur. Quelle confiance on peut avoir dans un système dont on ne peut pas auditer le fonctionnement. Aujourd'hui, ça c'est un des derniers éléments autour de la blockchain. Je vous inciterai à faire de l'open source. Si vous voulez avoir la confiance de vos clients, alors peut-être qu'ils vont vous donner l'accès privilégié à votre code, mais aujourd'hui c'est un des enjeux majeurs. On ne peut pas dire qu'on peut faire de la transparence avec du code fermé. Pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc quand on combine ces différents éléments-là, compétences et du temps, je pense qu'on peut arriver à une certaine confiance comme dans le système informatique.
Alors, sinon, donc, à part Twin Peaks, qui va évidemment être l'application qui va révolutionner la société, quels sont les autres domaines d'application que vous voyez arriver, émerger dans les mois ou les années qui viennent? Qu'est-ce qui va pour vous être les prochains succès de la blockchain? À part le Bitcoin, on peut déjà dire que ça a été le premier, évidemment, succès de la blockchain, mais qu'est-ce que vous voyez arriver comme la première killer application, comme on les appelle souvent, de la blockchain, si vous en avez une idée, parce qu'on parle beaucoup de POC, mais la question c'est qu'est-ce qui va vraiment passer au stade industriel à grande échelle. Je ne sais pas si vous avez un avis, à part évidemment Twin Peaks, qui va être peut-être pas, mais voilà. Flirtant de très près avec les banques, en ce moment, il y a un gros enjeu en fait dans le monde bancaire, c'est le partage de l'information KYC dont je parlais tout à l'heure. Et effectivement, il y a encore une fois sous la pression réglementaire, je parlais de la RGPD tout à l'heure, il y a aussi DSP2 là, qui est l'obligation pour les banques de partager des données. Donc on voit qu'effectivement, pour permettre notamment à de nouveaux entrants, donc les banques numériques en particulier, de rentrer d'avoir une offre purement digitale. Donc il y a des nouvelles banques qui sortent. Il y avait N26 là, en Allemagne, par exemple, il y a Orange qui va se lancer dans la banque. Enfin, voilà, on voit qu'il y a des nouveaux acteurs entrant maintenant dans le marché, dans le monde bancaire, et donc qui tout légitimement se disent je veux avoir l'historique bancaire de X, Y ou Z, est-ce que c'est un bon payeur ou pas. Donc il y a cette obligation d'ouverture et de partage de la donnée qui crée effectivement toute une problématique. Moi je suis BNP Paribas, je n'ai pas forcément envie de donner comme ça tout mon historique que j'ai constitué au fil des années sur le profil de mon client. Donc l'exposition des données va être un vrai enjeu. Mais avant tout ça, la notion de KYC, c'est vraiment problématique. Là, j'étais avec une banque en Suisse là, il y a 2-3 jours. Ils n'ont pas aujourd'hui pour ne pas les nommer. Vous êtes client en France, vous êtes frontalier, vous voulez ouvrir un compte chez Financement en Suisse, donc la filiale en Suisse. Eh bien, il faut recommencer tout ce processus KYC. Il faut aller dans une agence, il faut montrer sa trombine, il faut montrer sa facture d'EDF ou l'équivalent, etc. Et donc, ça coûte de l'argent, ça coûte effectivement du temps. Et donc, leur problématique aujourd'hui, c'est de pouvoir transférer à leur filiale ces informations de KYC. Ils n'ont pas le droit de le faire aujourd'hui. La législation leur interdit. Et pour autant, on sent bien que tout est là. Donc, il leur faut effectivement la preuve de l'acceptation du client pour pouvoir effectivement transférer ces données-là. On voit qu'avec des technologies de type blockchain, ça serait juste évident, voilà. Mais voilà, c'est pas encore faisable aujourd'hui. Donc ça, c'est une application court terme. Et quand on regarde effectivement, quand on Google blockchain, vous allez voir qu'il y a quand même un gros enjeu autour du KYC et beaucoup de banques s'intéressent au sujet. D'accord. Une idée sur les prochaines applications? Oui, alors j'ai amené ma boule de cristal. Oui, ici, voilà. En fait, certains disent finalement par rapport au blockchain qu'on est au 1994 d'Internet. Vous auriez posé la même question en 1994, on fait quoi d'Internet? On fait du mail. Personne n'aurait projeté e-commerce, personne n'aurait projeté la blockchain qui s'appuie sur ce qu'on a pu faire en 1994. On n'aurait pas les TCP. Voilà, il y a beaucoup de choses, donc c'est difficile de se projeter quand même sur l'avenir. En revanche, quand vous dites qu'il y aura finalement un réseau citoyen, et nous, en tant qu'utilisateurs, en fait, il y a peut-être des gens dans la salle qui font peut-être des paris en ligne, et c'est quasiment un des domaines où la blockchain fonctionne le plus. On trouve sur des applis mobiles, des applis sur Internet qui sont finalement dans le système de paris complètement basé sur des blockchains, quasiment, avec pour avantage principal d'éviter complètement le fisc, localement, parce que là on est sur un système. Voilà, le monopole de la Française des Jeux, effectivement. Ça, c'est une killer app qui est déjà sur le marché, on ne s'en rend pas compte en fait. Les gens ils font des paris, ils ne se rendent pas compte que finalement ils font des paris sur des blockchains. Et voilà, finalement, c'est ça aussi les enjeux des technologies, c'est de les utiliser sans qu'on s'en rende compte. Donc, il y en a qui y déjà, qui génèrent des millions de dollars pour certains, d'autres qui vont venir. Après, il y a des domaines un peu particuliers, le lien avec le monde réel est un des sujets complexes de la blockchain. Un exemple qu'on trouve qui est un peu consacré sur le marché, je ne vais pas travailler dessus, mais c'est la traçabilité des diamants, par exemple. Ça, c'est un exemple qu'on trouve sur le marché. Et des diamants, voilà, ils ont une forme, etc. Mais il y a des diamants qui disparaissent du marché, puis d'autres qui reparaissent. Et donc, c'est la problématique de la traçabilité. On revient à cet usage du blockchain. Une start-up a construit en fait un équipement qui permet de prendre
une caractéristique d'un diamant. Ils prennent voilà, la couleur, voilà, une quarantaine d'informations, la couleur, les facettes, la transparence, etc. Ils ont créé du coup une information dont ils prennent l'empreinte, et on stocke cette information dans la blockchain. Et quand tous les acteurs de la chaîne du diamant utilisent finalement cette même blockchain, ils sont capables de dire si ce diamant, en utilisant le même équipement pour mesurer l'empreinte du diamant, si ce diamant est connu ou pas du système. Et donc du coup on ne peut plus faire rentrer comme ça de diamants sous la main n'importe quand, ou faire disparaître, ou faire réapparaître un diamant qui aurait été retaillé par exemple. Donc ça c'est des killer apps dans certains domaines de métiers, enfin je veux dire qu'il n'y avait pas ça, la fraude était phénoménale. Là la fraude a tendance à disparaître, évidemment il faut que tout le monde migre sur ce système, ceux qui ne sont pas dedans, bah forcément la fraude continue, c'est aux limites des systèmes que les fraudes se produisent. Là c'est une killer app pour les diamantaires, clairement. Donc voilà, finalement chacun regarde midi à sa porte, là, dans le cadre des banques et le KYC, ça va être leur killer app peut-être pour démarrer sur la blockchain, chacun va midi à sa porte, et pour le citoyen, là je dis le pari en ligne, l'épreuve de possession d'informations, enfin je veux dire, sans passer par un notaire ou sans passer par un huissier, là on a une preuve qu'on possède l'information, c'est en accès direct, photopouf, vous l'installez, c'est gratuit. Vous avez accès direct à l'information alors qu'avant il fallait passer par quelqu'un d'assermenté, etc. Il y a quand même une simplicité d'accès à certains usages. Maintenant je ne crois pas au truc qui fera la une des journaux. Voilà, je ne sais pas, la boule de cristal, ce sera peut-être le cas, mais en tout cas, vu la diversité des humains qu'on a, chacun va venir avec sa killer app. Moi, je travaille beaucoup sur je suis dans une AMAP, une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. La logique, c'est de travailler, de contractualiser avec des agriculteurs locaux dans des circuits courts. Et on fait un circuit court du produit, mais pas du moyen de paiement. On fait des chèques, des virements, des choses comme ça. Et donc là aujourd'hui je réfléchis avec ces acteurs comment on peut faire des choses plus directes en termes de moyens de paiement, peut-être moins d'acteurs, des micro-paiements locaux, peut-être que la blockchain peut être une solution à ça, ce sera ma killer app si on réussit à faire des choses par rapport à ça. D'accord, merci. Donc là on a parlé d'applications potentielles, je voulais quand même savoir si vous voyez des enjeux de maturité ou de complexité ou des enjeux scientifiques ou techniques sur la mise en œuvre de la blockchain, puisque finalement on a l'impression comme ça que la blockchain est un excellent outil pour faire tout ce qu'on vient de dire, mais est-ce que vous voyez des problèmes non résolus, des vraies problématiques, ou des roadblocks, ou des verrous technologiques ou scientifiques peut-être, ou voilà, quel est l'état pour vous de maturité ou les enjeux peut-être scientifiques et peut-être plus techniques voilà, n'hésitez pas, si vous en voyez beaucoup, c'est qu'il y en a beaucoup et que c'est peut-être important de les connaître justement. Ouais, non, en fait j'en vois pas tant que ça au niveau scientifique. Il y a un premier enjeu technique en fait qui est assez compliqué à appréhender quand on connaît la blockchain. C'est que comme c'est une structure qui ne fait que grandir, il y a un moment, ça m'est arrivé il y a un mois, j'ai rebranché un laptop à la maison pour participer au système, un vieux laptop. Il a mis 2 semaines à se synchroniser, à récupérer 120 gigas. C'est bien d'avoir un historique intègre et tout ça, mais il y a un moment, effectivement, rentrer dans le système, ça a un coût non négligeable. Et c'est sur la blockchain Bitcoin. Et on sent bien qu'effectivement, là, ça pose un problème. Ça va finir par poser un problème, puisque ça ne fait que grandir. Donc, d'ici 10 ans. Alors, est-ce qu'on peut repartir de zéro avec un espèce de... là, il y a une question là-dessus. Il y a la quantité de données, il y a la complexité aussi des calculs et des algorithmes qui gèrent la blockchain, qui est aussi incrémentalement croissante. Non, alors ça, c'est toujours les mêmes. Ils s'arrangent globalement. Alors pour le cas de Bitcoin, globalement, l'idée pour créer un bloc qui va contenir des données applicatives, c'est qu'on va avoir une compétition probabiliste entre les acteurs. Donc là, si on est tous acteurs dans la salle et qu'on dit qu'on réussit à créer un bloc quand on fait un 6 avec un dé, on comprend bien que plus on va avoir de gens, plus ça va être facile de sortir un 6, voire plusieurs. Et donc du coup, on va adapter le critère en fonction de la population. Donc c'est ça la notion de difficulté en fait. Elle est liée en fait à une supervision du système. Voilà. Pour qu'en fait on a un taux de génération constant à 10 minutes dans le cas de Bitcoin. Donc non, ça c'est globalement c'est les mêmes algos, justement ils sont connus. Au doigt mouillé, on comprend à peu près. Non mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas spécifié, le code n'est pas documenté. Et, ça c'est quand même des vrais enjeux. Est-ce qu'on peut faire confiance à une technologie que personne ne connaît, qui n'a pas été spécifiée, des algorithmes dont on n'est pas sûr. Les algorithmes encore, on peut imaginer qu'on comprend leur logique, mais est-ce que vous pensez que c'est un enjeu
de maîtrise de cette technologie, le fait que ce soit un peu une boîte noire? Alors, la boîte noire, pas nécessairement, parce que finalement, bon, on a quelque chose qui tourne, qui sont des blockchains. On peut finalement abstraire des propriétés et imaginer un peu le fonctionnement et donc réimplémenter avec de manière propre, spécifiée. Et voilà. Là où justement ça pose des questions, c'est quand on dérive un modèle, quelle garantie on va fournir. Et un premier enjeu scientifique, à mon sens, c'est ce qu'on appelle le modèle de cohérence de cette historique partagée. En fait, il existe une tripotée de modèles de cohérence. Certains qui vont en système distribué, certains qui vont du... le programme qui écrit dans la mémoire, s'il écrit et qui lit derrière, il lira forcément sa propre valeur. Mais si on est plusieurs à écrire dans une mémoire partagée, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors on peut dire qu'on peut trouver des ordres et tout ça. Et donc il y a une question d'atomicité, par exemple. Quand on a des écritures concurrentes, tout se passe comme si on en mettait une avant l'autre, et l'inverse. Aujourd'hui, clairement, la blockchain, c'est pas une structure qui est atomique. Elle n'est pas... puisque sinon, on pourrait pas avoir des conflits dans les visions. Et donc, s'interroger sur qu'est-ce que ça fait exactement, puisque derrière, on peut dériver scientifiquement des choses, des garanties. Ça, c'est un premier enjeu. Autre enjeu, alors, qui fait beaucoup de bruit en ce moment, alors je crois que tout le monde est un peu à cran d'ailleurs avec ça dans la sphère Bitcoin, c'est la question de la scalabilité. Scalabilité en termes de données ingérées, puisqu'en fait, on est capable de produire des données à taux constant. Donc, dans le cas de Bitcoin, c'est toutes les 10 minutes. Ces données, elles ont une taille maximale, 1 méga. Donc en fait, on voit bien qu'on peut mettre un certain nombre d'informations à l'intérieur. Et dans le cas de Bitcoin, je crois qu'en gros, on avale 3 à 7 transactions par seconde, là où le système Visa en fait 20 000. Donc on a quelque chose de très bien, qui est décentralisé, sans tiers de confiance et tout ça, mais qui va à 2 à l'heure. Ça, c'est un peu un problème. Il y aura des limites d'usage dans certaines applications. On ne sera peut-être pas assez rapide pour certaines applications. Ou scientifiquement, il y a des verrous à lever. Aussi. Un jeu de performance. Un autre enjeu aussi, c'est la question, alors ça c'est fait par ça, Monero justement et Zcash, qui poursuivent des buts complètement orthogonaux. On a une structure de données donc, qui maintient un historique intègre partagé par tout le monde, là. Et en même temps on se dit, ah oui mais ce serait quand même bien qu'on fasse du respect de la vie privée. Et donc d'un côté tout le monde peut vérifier les données, et le fait qu'elles aient bien été utilisées et tout ça. Et dans le même temps, on se dit, ah oui, mais en fait, j'aimerais pas qu'on puisse lire les données de n'importe qui et tout ça. Et là, ça, c'est un peu compliqué, quoi. Le suivi des utilisateurs, et donc... Il y a les enjeux de cryptographie, je comprends, pour être capable de s'assurer que l'information est... Oui, alors j'entends parler aussi d'enjeux de cryptographie, au sens où il faut que les données soient stockées et cryptées pour que n'importe qui n'y ait pas accès, mais qu'on puisse quand même utiliser ces données pour, par exemple, calculer le résultat d'un vote sans forcément lire ce que vous avez voté, mais calculer des résultats macroscopiques sur la blockchain sans forcément avoir accès à l'information atomique. Il peut y avoir des enjeux de ce type. Exactement, alors ça c'est typiquement ce qu'on fait avec la cryptographie homomorphique. Où en fait on est capable une opération sur un chiffré, c'est la même chose que le chiffré de l'opération. Et donc du coup, on peut sommer des votes et comptabiliser des votes qui sont chiffrés. Et à la fin, on a juste à déchiffrer le résultat de la somme. Ça, c'est typiquement ce qu'on peut faire. Alors justement, j'ai une petite parenthèse, tout à l'heure, je ne suis pas intervenu sur la question de la démocratie. Moi, ça me pose un problème d'avoir un lien entre le vote et blockchain. Puisque le vote, par nature, c'est quelque chose qui est ponctuel. Alors, on peut avoir envie d'historiser les résultats du vote. Mais par contre, le vote en lui-même, il n'a pas de vocation à durer dans le temps. Donc pourquoi on irait utiliser un historique? Et après, il y a la question aussi de tracer, être sûr que les algorithmes de vote électronique sont sécurisés en termes de respect de la vie privée et même de vote. C'est bien ce que l'implémentation fait bien ce qui a été spécifié. Ça, aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'on arrive très bien à le faire. Donc autant éviter d'aller mettre en plus un historique. Après, il y a des enjeux qui sont à la frontière entre le scientifique et le technique. On parle de fiabilité, mais en même temps, on sait qu'il y a des bitcoins qui se sont perdus dans la nature. Donc, est-ce que c'est plus des problématiques techniques de mise en œuvre ou c'est des problématiques peut-être plus fondamentales dans la technologie? Qu'est-ce que vous pensez de la fiabilité de la technologie bitcoin? Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à cette technologie? Alors, le problème de la fiabilité par rapport aux bitcoins qui ont été perdus dans la nature, l'idée c'est qu'en fait, dans les utilisations qui font du suivi d'actifs, l'idée c'est qu'on maintient des clés cryptographiques et on est le seul à pouvoir les débloquer pour pouvoir dépenser les bitcoins associés ou les Ethers, etc. Si vous perdez vos clés, c'est comme la voiture. Et vous avez perdu vos clés, désolé, vous pouvez faire appel à un garagiste.
Sauf que là, c'est votre tiers de confiance. Il va être capable de vous rouvrir votre voiture. Dans le cas d'un système qui est totalement décentralisé, sans tiers de confiance, perdu, c'est perdu. Alors ça c'est une mauvaise utilisation pour les utilisateurs. Maintenant, effectivement, il y a des choses qui sont pas évidentes en termes de fiabilité, et donc c'est la question, effectivement, de comment on peut manipuler l'information qui est dedans. Parce qu'on a 3 types d'acteurs dans la blockchain. On a les utilisateurs, pour le cas de Bitcoin, des utilisateurs qui font des paiements. On a des pairs comme le système pair à pair, en fait, donc qui vont relayer de l'information. Et on a des mineurs qui vont mettre à jour la blockchain. Et donc le pouvoir d'écriture sur cet historique intègre, il est entre les mains de ces gens qu'on appelle les mineurs. Et donc c'est-à-dire qu'ils peuvent faire preuve de censure. On peut imaginer. Peut-être qu'ils ne voudront jamais mettre le paiement que vous avez reçu, ils ne vont jamais l'enregistrer dans l'histoire. Est-ce que le fait que ce soit répliqué et distribué ne garantit pas contre ça? Parce qu'il y a plusieurs mineurs qui vont être en concurrence, donc il faut que si on a un nombre suffisant, on va avoir une confiance suffisante dans le fait que l'un d'entre eux écrira la transaction. Alors, pour revenir sur l'histoire des dés de tout à l'heure, si les dés ça représente la puissance de calcul, si j'ai une grande puissance de calcul, je suis capable de lancer beaucoup de dés en même temps. Donc j'ai plus de chances de faire un 6 que vous qui lancez un seul dé. Donc le décalage de puissance de calcul donne un avantage clair à ceux qui sont capables de se regrouper. Et aujourd'hui, on a des fermes de calcul qui sont dédiées à ça et qui trustent, enfin, encore une fois, dans le cas de Bitcoin, une certaine partie des blocs qui sont créés. Donc il y a la question de la censure et il y a la question derrière, en fait, où on peut faire des utilisations malveillantes aussi. Ça, c'est un peu problématique. Enfin, c'est pas très clair, on n'est pas tout à fait clair sur le fait que ça se passe bien. Et l'autre point sur lequel on n'est pas très clair, c'est que l'algorithme en fait maintient un historique partagé par tout le monde. Mais il y a des moments où il y a de la concurrence. Donc les algorithmes font des arbitrages et choisissent une version de la vérité. Et élaguent l'autre partie. Et donc aujourd'hui, quand vous regardez une blockchain, vous avez une belle ligne de blocs. Et vous avez perdu l'information que vous avez élaguée à certains endroits. Et donc potentiellement, on pourrait être dans des réalités alternatives. Et ça, aujourd'hui, c'est un peu problématique parce que du coup, on ne sait pas ce qui s'est réellement passé et les moments où on a du problème. Et on va se servir de ça pour dire, mais vous voyez, ça marche bien. Alors qu'on n'a pas l'information. Une autre caractéristique qui est promise par la blockchain, c'est la permanence de l'information. Mais qu'est-ce que ça veut dire finalement, la permanence de l'information dans le temps sur un système numérique? Qu'est-ce qu'il en sera dans 10 ans, dans 20 ans? Comment peut-on imaginer garantir la permanence, la résilience de l'information? Alors, pour revenir là-dessus, si on envisage des applications critiques, comme je ne sais pas, on parlait du notariat, des contrats, des choses comme ça, il faut qu'on puisse retrouver un contrat peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Donc si on veut des applications critiques comme ça, il faut qu'on garantisse la pérennité dans le temps de cette base de données. Effectivement. C'est un peu un pari sur l'avenir, sur une technologie qui évolue sans cesse. Alors, juste un petit point avant, aujourd'hui on fait rien de mieux comme stockage que le papier, en vrai. Et même les DVD, pour ceux qui n'ont pas acheté sur internet des films et qui ont acheté des DVD il y a 15 ans, je pense que vous commencez à avoir du mal à les lire sur vos platines DVD. Ça c'est pourtant un support. Donc en général, quand on stocke de l'information, quel que soit le support, alors ça doit être 10 ans ou 15 ans pour les DVD, on a des bandes magnétiques, on va peut-être à 50 ans, de toute façon à un moment vous recopiez. C'est obligatoire. Et en fait ça fait partie de la nature même du protocole, là, de recopier en permanence. Puisque quelqu'un rentre dans le système, tant que les gens contribuent au système, les gens participent, recopient, éventuellement changent de disque dur, on récupère, et donc on va maintenir en permanence ces copies. Donc finalement c'est plutôt pas mal. Finalement c'est plutôt pas mal, oui, ça apporte des réponses à ce problème de rémanence par le fait qu'il y a tout le temps des acteurs nouveaux qui rentrent dans la blockchain. C'est ça, et en plus, rien ne vous empêche à un moment de prendre cette blockchain et de copier les informations qui vous intéressent sur un autre support pour faire la transition. Finalement. Donc c'est pas, c'est finalement pas un vrai problème. En termes d'enjeux, de difficultés, je ne sais pas si vous voulez ajouter les choses en tant que praticien ou futur praticien ou que praticien actuel. Oui, mais il y a de nombreuses limites. Hein. La première, on a un peu abordé, c'est quand même la complexité qui est autour de ça. On parlait d'une notion de clé privée, clé publique, qui permet d'associer un compte et donc de faire des opérations sur la blockchain. Quand on parle de ça à un citoyen lambda, évidemment, ça ne nous parle pas du tout. Donc c'est normal. Et donc, du coup, il y a quand même des enjeux de limite. Si vous cherchez sur Internet how to recover my private keys, voilà, c'est impossible. C'est totalement impossible. Vous trouverez des milliers de messages de gens qui disent ah, j'avais des bitcoins il y a 15 ans, enfin il y a 10 ans, j'en avais dès le début. J'avais 2 bitcoins, je suis riche. J'ai perdu la clé. Eh ben oui, ils ont perdu la clé, mais on ne peut rien faire.
Rien. Et donc ça, c'est un des enjeux, effectivement, des complexités, qui fait que je pense que la blockchain va d'abord, même si là aujourd'hui il y a plein de gens qui en font de la blockchain, ils en font au travers d'intermédiaires qui vont masquer cette complexité. Donc ça, c'est pour le grand public. Et après, dans une logique plutôt business, B2B, là, dans le contexte des banques, cette complexité, c'est pas grave. Bon, voilà, il y a peut-être des acteurs qui ne comprennent pas le sujet, mais c'est pas gênant, ils font appel à des experts qui connaissent le sujet, on met en place le système, après ça tourne, c'est plutôt sur des produits open source qui est plutôt recommandé, c'est équitable. Donc, certes, cette complexité, elle est nécessairement induite par aussi les avantages qu'apporte la blockchain. Maintenant, elle est aussi gérable. Il y a des gens qui peuvent apprendre. Enfin, je veux dire, c'est aussi l'histoire de l'humanité d'apprendre plus et de monter en compétences. On parlait tout à l'heure des algorithmes de chiffrement et des choses assez marrantes. On peut faire des opérations sur les données chiffrées. Voilà, quand on découvre ces trucs-là, on trouve ça extraordinaire. Voilà, on monte en compétences, on apprend et on progresse. L'idée, c'est de faire progresser beaucoup de gens. C'est ça le sujet par rapport à la blockchain. C'est pas 2-3 personnes dans un coin, c'est des milliers, des centaines de milliers, des millions de gens demain par rapport à ça, avant que le système se démocratise. C'est ça le sujet. Les limites, c'est aussi volumétrie, on en parlait quand on fait du smartphone, donc plutôt dans des contextes de blockchain privée. Là, on va maîtriser la volumétrie. On fait des centaines, des milliers, on n'a pas 10 transactions par seconde. Quand on fait des votes entre nous, on n'est pas limité par cet aspect volumétrie. Évidemment, Bitcoin sur smartphone, 120 gigas, je dis 120, ça se trouve ça va être 140 maintenant. À un moment donné, on va atteindre la limite, on n'aura même plus le temps. Il y aura le temps de récupérer toute la base de données, ce sera peut-être pas suffisant pour rattraper là où est le réseau à un instant T. On est limité par la bande passante, on est limité par la bande passante, la DSL, après la fibre, après je sais pas quoi. Ce ne sera pas suffisant pour récupérer l'ensemble de la base. Donc vous ne pourrez plus rentrer dedans. Ça c'est possible. Enfin, ça va se produire d'ailleurs, c'est sûr. Il faut transférer les clés après par rapport à ça. Donc des limites techniques qui sont certaines contournables, d'autres pas. Après, on est à la V2 des blockchains. Il y aura une V3, une V4, une V5, on améliore les systèmes. On parlait de Visa qui est beaucoup plus rapide que les blockchains actuelles. Mais bon, c'est qu'une histoire de technologie, ça va mûrir, des gens qui bossent ça dans des labos, ça va sortir. Des choses à ajouter? Oui. Quelques points effectivement sur le fait que, je pourrais dire un petit peu sur ce que mes deux collègues ont dit, là, c'est qu'effectivement, il y a tout un tas de prestataires aujourd'hui qui sont en train de se positionner pour déployer de façon industrielle la blockchain. Donc SQLI en est un, IBM en est un autre, Microsoft en est un autre. Chacun effectivement de ces grands acteurs est en train effectivement de fournir des solutions industrielles. C'est-à-dire qu'ils pensent déploiement, ils pensent sécurisation. Les 3/4 d'entre eux s'appuient sur effectivement des systèmes open source. Donc effectivement, tous ces grands enjeux là dont on vient de parler sont appréhendés. On est vraiment encore au début de cette révolution, évidemment, mais on voit qu'effectivement, on capitalise sur ce qu'on a pu apprendre dans les déploiements industriels précédents, quoi. Donc je pense que nous, on travaille avec effectivement ces partenaires-là, et il y a effectivement une espèce de satisfaction de se dire que le moment venu, on pourra s'appuyer sur un acteur industriel reconnu pour pouvoir déployer le système. Donc ça, c'est quand même assez pertinent. Et il y a eu un gros focus aussi qui a été fait sur la notion de blockchain, de blockchain publique. Effectivement, la blockchain privée, Damien en a parlé un petit peu tout à l'heure. Les enjeux, la complexité sont d'un autre ressort, voilà, et les problématiques de volumétrie ne sont pas forcément là, les problématiques de concurrence, de résolution d'énigmes ne sont pas forcément là non plus. Donc effectivement, la complexité est là. C'est une base de données dans laquelle on ne stocke pas intrinsèquement de la donnée, on stocke plutôt un historique de transactions. Donc effectivement, il y a des problèmes de temps d'accès, il y a des problèmes de real time. Là, donc, mais encore une fois, je pense que la promesse reste entière. Maintenant, effectivement, les implémentations de chacune des solutions, il y aura certainement un petit peu de déboire ici et là, mais globalement, je rejoins ton optimisme, globalement, on progresse. Voilà. Alors ça fait une bonne transition peut-être sur le dernier point que je voulais aborder, qui était la mise en œuvre concrète industrielle. L'écosystème industriel de la blockchain, il en est où? On voit des grands acteurs, évidemment les plus grands, IBM, Microsoft, qui se sont lancés à fond sur cette technologie, des startups, des entreprises spécialisées. Comment est-ce qu'on peut caractériser? Et si je suis un utilisateur, une entreprise qui a l'idée d'une application, je fais comment? Je peux prendre un produit open source, je vais chez IBM, j'ai certainement plein de possibilités. Où en est la maturité industrielle et où en est l'écosystème industriel autour de la blockchain? Je peux parler un petit peu, là je connais un petit peu plus que les autres peut-être, ou moins mal.
C'est la solution effectivement IBM qui a une plateforme, donc il y a une plateforme Bluemix, pour ceux qui sont un peu spécifiques, donc une plateforme pour les développeurs, qui met à disposition un certain nombre de briques technologiques, dont blockchain est là. C'est un outil qui s'appuie sur Hyperledger, qui est maintenant maintenu par la Fondation Linux. Donc on voit qu'effectivement, on reprend ces grands enjeux d'open source et de maintien par les communautés, parce que intrinsèquement, on veut y stocker des choses qui soient auditables. Et comme Damien l'a très bien dit tout à l'heure, je ne peux pas stocker l'information que je revendique auditable si les moyens de le faire ne sont pas eux-mêmes auditables. Donc effectivement, il y a ce schéma-là. Microsoft, effectivement, a fait un partenariat avec Ethernet, ça je pense que tu pourras peut-être en parler bien mieux que moi. Voilà, il y a 2 ou 3 technologies qui ont l'air effectivement de sortir un petit peu la tête de l'eau, mais encore une fois, on en est à des premières versions et certaines d'autres arriveront. On voit effectivement que se structure de l'expertise de codage, de l'expertise de déploiement, de l'expertise ici et là, donc voilà, c'est une industrie qui est en train de se mettre en place, quoi. Effectivement, un certain nombre d'acteurs qui visent l'échelle mondiale. Donc là, exactement, IBM, là, avec un investissement absolument phénoménal, qui est plutôt intéressant, parce que ça veut dire qu'en gros, ce que je disais tout à l'heure, IBM tire globalement le marché, parce qu'ils font beaucoup de POC, ils expérimentent beaucoup de choses, en France par exemple, autour de la musique. Aujourd'hui, la chaîne de distribution de la valeur, quand on achète une musique, que ce soit en ligne ou même physique, si vous regardez en fait un boîtier de CD, vous vous dites, bon, finalement, qui a participé à la fabrication de cette musique? Certes, il y a peut-être les chanteurs, il y a peut-être les musiciens, mais il y a peut-être aussi les gens qui ont écrit les partitions, et puis peut-être les gens qui ont joué la musique, et puis enfin, il y a tout un ensemble d'acteurs qui sont aujourd'hui pas forcément identifiés, et donc la distribution de l'argent derrière, clairement, c'est pas du tout transparent, et c'est pas forcément très bien fait. Et là, aujourd'hui, il y a des choses sur la SACEM, elle travaille par rapport à ça, en travaillant avec IBM. Donc il y a une force de frappe absolument phénoménale et qui fait monter tout le marché en même temps. Donc ça c'est plutôt bien. Et d'autres acteurs se positionnent, parce que bien sûr entre gros acteurs ils ne veulent pas laisser, même si ça fait progresser tout le monde, ils ne veulent pas laisser la place aux autres. Donc des Microsoft, des Oracle, voilà, qui se positionnent aussi sur ces sujets. Maintenant, les gens qui vraiment savent en parler, qui vraiment fabriquer de la blockchain, ça reste quelques dizaines de mathématiciens, il y en a qui disaient mathématiciens qui sont aussi magiciens et qui peuvent aujourd'hui être capables de convertir voilà, les idées, les algos mathématiques en quelque chose de concret qui tourne et qui fait générer des systèmes à l'échelle mondiale. Il y en a peu, après c'est surtout des distributeurs finalement. Ceux qui savent vraiment faire, il n'y en a pas beaucoup, je ne me mets pas dedans du tout. On est plutôt des utilisateurs d'une techno très complexe et on cherche à la vulgariser. Et c'est plutôt ça aujourd'hui l'expertise qu'on va chercher sur le marché. Les gens plutôt qui fabriquent la blockchain et ceux qui vont réussir à la mettre en œuvre. Voilà, il y a des gens qui sont spécialistes des écrans, de l'informatique métier avec des écrans, et d'autres plus spécialistes de la partie infrastructure. Et aujourd'hui c'est ça qui manque un peu sur le marché. Les technos des blockchains sont là, il y en a plein, des centaines sur le marché. Il faut les mettre en œuvre. Laquelle est adaptée à quel contexte? En fonction du contexte, toutes les blockchains ne sont pas éligibles. Voilà, Hyperledger a des avantages dans certains types de projets, ou à d'autres, Quorum basé sur Ethereum dans d'autres, et encore d'autres blockchains. Il y a des différences entre ces plateformes qui ont choisi l'une ou l'autre. Comment vous les caractériseriez? En quoi est-ce qu'elles sont fondamentalement différentes? On a des aspects de performance, on a des aspects de volumétrie, on a des aspects de... D'ailleurs, on peut utiliser le terme de consensus, la façon dont l'information est persistée dans la blockchain, la façon dont ils se mettent d'accord, les nœuds entre eux se mettent d'accord. C'est marrant, on ne l'a pas utilisé. Non, mais je le connais. D'accord, voilà. La façon, voilà, donc les nœuds vont se mettre d'accord, chacun des algorithmes différents qui font que la confiance qu'on va pouvoir apporter est plus ou moins la même. Privé, public, effectivement. Vous pouvez catégoriser là-dedans, voilà, 4-5 critères, chacun aura des avantages. L'aspect perf va être déterminant, il y en a qui revendiquent le blockchain avec des milliers de performances, des milliers de transactions par seconde, au détriment forcément d'autres caractéristiques nécessairement. D'autres sont plus lentes et apportent d'autres choses. Voilà, c'est ça aujourd'hui, c'est pas évident de catégoriser. Tous les jours, il y a presque un nouveau moteur de blockchain qui est dérivé d'un autre, qui apporte quelque chose de plus. C'est possible de l'open source aussi, de fork, et je reprends un produit, quelqu'un, je l'améliore. À un moment donné, pour s'y retrouver, c'est pas évident. Mais voilà, il y a quand même quelques acteurs clés qui émergent du marché, qui ne sont pas forcément aussi les meilleurs produits. Voilà, ça, c'est le marché aussi. Vous voulez commenter peut-être sur les caractéristiques des plateformes? Non, c'est des consensus. Ah, sur la notion de consensus, d'accord. Oui.
En fait, c'est un challenge que je me donne à chaque fois que j'interviens dans des choses comme ça. C'est pas d'utiliser le terme de consensus, parce qu'en fait, dès qu'on lit des choses autour de blockchain, il y a des termes qui viennent tout de suite. En général, il y a consensus et il y a disruptif. Voilà, alors disruptif, voilà. Consensus, en fait, c'est un terme qui est extrêmement bien défini dans l'algorithmique distribuée. Et on a différentes propriétés, mais en général, un algorithme résout le problème du consensus sur des processus distribués. S'il prouve 3 ou 4 propriétés, suivant les spécifications qu'on va trouver, qui sont terminaison, accord, intégrité, validité. Terminaison, c'est-à-dire qu'en fait, globalement, l'exécution de l'algorithme termine chez chacun des participants. Alors, elle peut être correcte, ou ils peuvent être corrects, ou tout le monde, ça dépend. L'intégrité, c'est que la valeur qui est décidée, elle a été proposée par quelqu'un. L'accord, c'est que tous les participants décident la même chose. Et puis, j'ai dû en louper là-dedans. Voilà. Et globalement, donc, on a un peu différentes choses là. Et quand on porte ça sur la blockchain, effectivement, alors on sent bien que quelque part, il y a un accord, puisque il y a quelque chose qui se passe. Mais en même temps, comme on peut avoir des visions temporairement qui ne sont pas les mêmes. C'est l'accord entre les mineurs, typiquement, quand on crée des nouvelles transactions. Et voilà, donc c'est pas très clair que ça fasse du consensus au sens système distribué. Et donc finalement, le produit blockchain et la brique consensus sont des choses équivalentes d'un point de vue algorithmique, et donc que ça fasse la même chose. Parce que typiquement, si on a du consensus, on a des mémoires qui sont atomiques. Et donc du coup, on n'a pas les problèmes qu'on avait tout à l'heure. Donc on a tendance à dire que c'est pas exactement ça. Donc voilà, c'est un terme que j'essaie de ne pas avoir. C'est ce que je présentais ce matin, typiquement. Voilà. D'accord, donc ça veut dire qu'on peut aussi analyser les différents produits par rapport à la manière dont elles gèrent le consensus ou bien l'accord entre les différents mineurs qui sont un peu différents d'une plateforme à l'autre. Bien sûr, complètement. Et alors typiquement, pour faire une blockchain, il ne faut pas grand-chose comme ingrédient. Il faut définir un peu ce que sont les données applicatives qu'on va mettre dedans, comment on fait les blocs et tout ça. Mais les gros problèmes, c'est comment on crée les blocs, effectivement, comment on les valide. Voilà. Et donc, comment on crée les blocs. Alors pour l'exemple, dans les blockchains ouvertes, typiquement, puisqu'on peut faire confiance à personne, on est plutôt sur les compétitions probabilistes, ce qu'on appelle les mécanismes de proof of work. Mais quand on est entre genre de bonne compagnie, blockchain privée, on peut avoir des mécanismes qui sont plus sur l'élection leader, la proof of stake et tout ça. C'est-à-dire que là, c'est des mécanismes où, au lieu de faire ajouter des dés à tout le monde, on va désigner qui est le prochain à créer le prochain bloc. On est entre gens de bonne compagnie, ça va bien se passer. Donc il y a ça. Et puis derrière, on a besoin d'autres choses aussi, donc en particulier dans les blockchains ouvertes, c'est des algorithmes qui nous permettent d'arbitrer les conflits. Alors la règle de Bitcoin, c'est que quand on a deux chaînes concurrentes, on ne sait pas décider, on attend, et puis à un moment, on croise les doigts, et puis l'une de ces chaînes va devenir plus grande que les autres, et c'est celle-là qui va devenir la vérité. Alors, mathématiquement, c'est à peu près carré, ça se fait. Dans Ethereum, en fait, le mécanisme pour déterminer la vérité est radicalement différent. Et donc, du coup, on sent bien que l'algorithme qui permet d'établir la vérité, c'est-à-dire de faire son arbitrage, intervient aussi dans les ingrédients. Voilà. Et sorti de ça, après, c'est des problèmes techniques, quoi. Mais grosso modo, je pense que c'est les grands éléments dont on a besoin, quoi. D'accord. Merci beaucoup. Je vais peut-être arrêter là les questions et je vais laisser un petit peu de temps peut-être à la salle de réagir et de poser ses propres questions. Donc on a des micros, je crois qu'on va faire circuler. Donc l'idée c'est qu'il n'y a pas de questions taboues, il n'y a pas de mauvaises questions. N'hésitez pas si quelque chose vous questionne. Oui, bonsoir. Je voudrais revenir sur une application là, expérimentale qui est menée actuellement à New York, dans un quartier de New York, et qui consiste à gérer la distribution d'électricité à partir c'est un quartier de panneaux solaires, et où tous les habitants de ce quartier, en fin de compte, sont à la fois et fournisseurs et consommateurs d'électricité. Donc ça engendre des échanges extraordinaire, mais il faut à la fois que tout le monde ait confiance dans tous ces circuits, que ça puisse fonctionner de façon assez fluide. Donc je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette expérience, mais ça me paraît dans les énergies alternatives et décentralisées assez intéressant aujourd'hui, quoi. Un smart grid décentralisé. Tout à fait, ouais.
Je ne sais pas si vous connaissez, si vous voulez commenter. Il y a une expérience similaire qui va être menée en France. Là. Il y a Bouygues Immobilier là, qui mène dans le quartier Confluence à Lyon. Là. Enfin, ça va démarrer, on n'a pas gagné l'appel d'offres, effectivement un projet un peu similaire. C'est un peu la logique que j'expliquais tout à l'heure de la map, avec une production d'un service local, on va consommer localement et on cherche aussi à le rémunérer localement. Aujourd'hui, on a des systèmes assez complexes. Hein. En fait, si on regarde les circuits financiers, entre le moment où on a livré le service et le moment où on va le payer, il y a des échanges contractuels, on va déclencher des choses, qui après échangent avec des banques, qui après fait des paiements, des compensations, des choses d'assez complexes. Ça se voit pas, c'est transparent. Aujourd'hui, ça marche bien, c'est prouvé depuis très longtemps. Et en fait, la logique, c'est de se dire, ok, l'énergie, elle va aller d'un logement, enfin du panneau solaire qui est du logement A vers le producteur, enfin, il y a trop d'énergie, et ça va vers le consommateur du logement B. Bah, peut-être que le flux de compensation, de rémunération, qui est une microtransaction en fait, très peu d'énergie égale très peu de paiement, on parle de quelques centimes à chaque fois, plutôt que de faire la terre entière, de passer par des systèmes contractuels, un fournisseur d'énergie qui a des gros systèmes, une banque, c'est pas adapté tout ça. Donc c'est une micro-compensation qui va se faire très localement. Et là, la blockchain, effectivement, a un bon cas d'utilisation. Donc eux, ils sont partis à New York sur des blockchains publiques, à ma connaissance. Voilà, on va enregistrer finalement la production d'énergie dans la blockchain, qui l'a consommée, pareil, on enregistre l'information. Quand je dis qui, c'est quel compte technique, hein, c'est pas les gens, les humains directement, quel compteur, quelque part, l'a consommé. Et donc la compensation qui va venir immédiatement, puis les gens finalement accréditent leur compte au fur et à mesure pour pouvoir payer cette énergie. Donc vraiment, consommation locale de l'énergie et micro-paiement local. Micro-paiement local, sachant que ça fait le tour de la Terre quand même le message, une blockchain distribuée à l'échelle mondiale. Donc la microtransaction, certes, elle fonctionne, elle est vue à New York, mais elle est aussi vue au Japon. Donc, ça, c'est l'effet d'or de la blockchain. L'information, pour qu'elle soit valable, elle est visible partout. Sinon, ça n'a pas de sens en termes de sécurité. Donc oui, ça fonctionne, effectivement. C'est expérimental, hein, ça marche à l'échelle d'un quartier. On peut espérer que ça se déploie si ça fonctionne bien. Effectivement, j'ai hâte de voir aussi ce fonctionnement en France à différents endroits. C'est intéressant et ça fait la passerelle avec un autre sujet qu'on aime bien à l'ESEO, c'est l'IoT. Effectivement, on va avoir des objets connectés qui vont être directement connectés sur la blockchain et on va enregistrer des mesures, des phénomènes et éventuellement les utiliser ensuite de façon traçable, peut-être comme outil de compensation, etc. C'est un bon exemple de lien blockchain et IoT. Je ne sais pas si on a répondu à la question. C'est une autre question? Oui, bonsoir. Je préfère me présenter, j'ai Hubert Cospin, ESEO. Vous confirmez juste le drame de ma vie. Je suis sorti de cette école il y a une quarantaine d'années, et pour la première fois, je suis confronté à une technologie, une science, quelque chose que je ne comprends toujours pas. Même si je m'y intéresse beaucoup, je lis, je parle, etc. J'ai trois sujets qui m'arrêtent, enfin trois questions rapides. Deux rapides. La troisième, vous y répondrez avec le temps que vous voudrez bien lui consacrer. Ça intéressera peut-être beaucoup de monde, au moins dans tous ceux qui sont ici. Sécurité. J'ai bossé chez GM+, quand on a sorti les cryptos, les cartes à puce, on disait c'est inviolable. Et puis, ça a été violé. Le NFC, il y a des loupards qui se baladent dans le métro avec des machines en bretelles et qui arrivent à lire les cartes NFC et puis piquer 20 € à chacun. Ce que j'ai compris de la blockchain, j'ai envie de dire, c'est vraiment sécuritaire, puisqu'il faudrait qu'on concentre en un point toute la puissance de calcul existante pour commencer à essayer de lui faire du mal. En gros. Donc je me dis, ça c'est impossible de la casser. Sauf que, roman de science-fiction ou pas, j'ai lu qu'en Colombie, il y a un gars qui a été forcé avec un couteau sous la gorge de faire enregistrer sur blockchain, je crois, un acte comme quoi il avait une dette envers un narcotrafiquant. Et puis ça, on ne peut pas l'effacer, effectivement. Donc il a dû payer. Donc la sécurité, quelque part, je me dis, je me projette à 20 ans ou 30 ans, eh ben, il y aura des breaks comme il y en a eu dans la crypto et autres. Vous répondrez, ou vous réagirez ou pas sur celle-là. Le deuxième point, plus critique. Je vous ai trouvé un peu timide. Je crains que ce ne soit, ce que j'ai lu dans un truc américain, que ce ne soit vraiment peut-être la 4e révolution industrielle. Et en termes d'emploi, ce sont des millions d'emplois qui sont menacés. Je vous ai entendu parler des notaires plusieurs fois. La banque, bien sûr, toute l'intermédiation financière pourrait disparaître. Et puis, enfin, pas tout de suite, hein, bien sûr. Ils vont se défendre. Vous avez parlé des brevets, je ne sais pas, mais l'OMPI
et puis tous les juristes spécialisés en propriété intellectuelle ont des soucis à se faire. Photoproof. J'ai plus besoin d'enveloppe solo, je fais un photoproof et puis je pourrais toujours prouver que c'est moi qui ai eu cette idée-là, le projet de produit. Donc, je pense vraiment qu'on a une révolution industrielle. Je voudrais votre avis. Et si vous pensez aussi que c'est une révolution industrielle, quand? À quelle échéance? Est-ce que ça va prendre 20 ans ou est-ce que ça va prendre 5 ans? Hein, Internet, ça va aller très vite par rapport à beaucoup d'autres technos. Troisième point, on est à l'ESEO. Vous êtes des experts, vous recrutez donc des ingénieurs. Est-ce qu'il y a à l'école, vous connaissez peut-être un peu les ingénieurs SEO, de la part de nos programmes pédagogiques, des petites variations, des choses qu'on devrait faire, ou si vous connaissez, ou si vous, plus ou moins, c'est des choses qu'on doit enseigner aujourd'hui aux jeunes qui vont sortir avec un diplôme d'ingénieur. Voilà. Moi, je veux bien répondre. Non, ça va vite. Je vais dépiquer. Je connais pas la formation. Voilà. Par contre, moi je fais ça en cours. Donc actuellement à l'INSAI, je fais ça avec les étudiants de la filière que je gère et clairement il y en a qui trouvent du job avec ça. Donc c'est intéressant. Je sais qu'ils le font INSA Lyon, ils font des cours aussi là-dessus, donc oui, ça se fait. La question d'avant, c'était... ah oui, non, les brevets, je suis pas du tout d'accord. En fait, globalement, alors c'était la question des ubérisateurs tout à l'heure. En fait, effectivement, ce qu'on vend, c'est une des promesses en général qu'on fait avec la blockchain, c'est la désintermédiation. Donc tous les gens pour qui le travail c'est l'intermédiation, c'est un peu compliqué. Maintenant, sur la question des brevets, je ne sais pas si vous êtes familier de ce genre de truc, c'est quand même une plaie à lire. Et automatiser le fait que tel brevet et tel brevet portent sur la même chose, aujourd'hui on ne fait pas mieux qu'un humain. Alors eux, pour le coup, ils sont plutôt au clair. Et donc voilà, donc après je pense à l'élément des secteurs. Hein. Et première question, la question de la sécurité. Vous avez travaillé chez Gemalto, G+. Vous avez conscience de la notion de périmètre. Et donc effectivement, la crypto qu'on fait aujourd'hui, elle est sécurisée parce qu'on sait que personne n'a l'espérance de vie suffisante pour faire tous les essais pour casser, par exemple. Ouais, c'est pareil. Aujourd'hui. Alors, effectivement, si demain on a des ordinateurs quantiques, tout ce qui est basé sur la crypto à courbe elliptique, qui est toutes les signatures qu'on a dans les transactions Bitcoin, s'appuie là-dessus. Ah ouais. Donc c'est pas tout de suite, ça prendra 20, 30, 40 ans. Oui, mais du coup on aura peut-être fait évoluer le protocole. Il y a une différence entre l'application, les données applicatives qu'on utilise, et celles qu'on embarque dans la blockchain. On pourrait très bien imaginer, parce qu'au final, la blockchain, il y a quoi dedans? C'est des blocs, donc on a besoin de deux choses, être capable de hasher, alors ça c'est pour la preuve de possession, enfin, tout ça, et des arbres de Merkle pour l'intégrité. Après les données, ce que vous embarquez dedans, c'est une autre discussion. Mais le blockchain, il n'y a pas grand chose de plus que ça. En termes de crypto, c'est pas... Voilà, c'était mon avis. Oui, pour compléter, du coup, on va effectivement passer le message. Sur l'aspect, je pense que la blockchain peut redonner de la valeur au travail. Effectivement, on vous dit, il y a des emplois qui vont disparaître. Ça, c'est l'histoire de l'humanité, des emplois qui disparaissent et d'autres qui créent. Après, on peut discuter de ce qu'on crée autant que ce qu'on fait disparaître. Ça, c'est le sujet qui est très lié à la formation, du coup. En poussant plus loin la formation. Et la qualité des emplois qui disparaissent. La qualité aussi, effectivement, comme dit Romaric. C'est redonner de la valeur au travail. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'enrichissent et qui génèrent du cash sans forcément apporter beaucoup de valeur, soit à la société, soit aux gens qui les entourent. Je pense que la blockchain est une manière de remettre le service au cœur du sujet. Les notaires, je ne pense pas qu'ils vont disparaître, parce qu'au-delà du registre qu'ils gèrent, effectivement, ils gèrent ce registre, bon, il y a un serveur central, une base de données, voilà, telle part du cadastre, c'est tel citoyen qui le possède. Ça, certes, ça peut être décentralisé. Par contre, tous les actes d'accompagnement, d'expliquer du pourquoi il faut faire, etc., ça, c'est du service qui a de la valeur. Et ça, je pense que c'est là-dessus qu'il faut continuer à miser. On donne de la valeur. Et ça, un service, ça se paye. Si on ne veut pas l'avoir, très bien, on va écrire tout seul sa parcelle de cadastre dans la blockchain. Super, je pense que ça va être assez complexe. Par contre, de passer quelqu'un qui apporte du conseil, et non, c'est mon métier d'apporter du conseil, mais je comprends ce que c'est que la valeur d'un service, ça va se garder. Donc après, effectivement, c'est pas la même formation. Et on va travailler là-dessus. Finalement, la société doit évoluer par rapport au travail, aux services rendus.
peut-être moins des choses moins comment dire manuelles, au sens pas du tout comment dire moins manuel, moins des éléments où on ne fait que saisir, plus s'orienter vers l'accompagnement des gens, vers comment utiliser mieux la société. Et la blockchain est une façon de mettre en avant ce service. Donc ça fait rien avec la formation, complètement. Vous disiez quelles compétences, tout ce qui est compétences autour de la cryptographie, c'est omniprésent. Je pense qu'il faut vraiment axer sur ça. C'est le cœur hein, pas que de la blockchain, hein, mais de plus en plus de sujets. La sécurité au sens large. Les États, les entreprises sont de plus en plus sollicités et ont des problèmes hein, d'enjeux de sécurité. Donc là, clairement, l'ingénieur, je pense qu'il n'est pas assez aujourd'hui formé sur ces sujets. Au sens large, je ne sais pas pour les EO, hein, mais au sens large, les gens que je vois rentrer en entreprise ne sont pas assez pointus sur ces sujets. Donc clairement, on est axé à fond sur le sujet. Et la troisième question, c'est sur la sécurité de la blockchain. Donc là, je rejoins Romaric. Voilà, la puissance de calcul augmente. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, c'est obsolète demain. Je ne sais pas quand c'est demain, mais c'est peut-être demain d'ailleurs. Hein. On améliore les algorithmes, on met des clés plus fortes, des plus grosses clés, et puis voilà, c'est la fuite en avant, hein. Puis il n'y a pas de fin en fait. Il n'y a pas de fin. L'idée étant d'avoir bien choisi ce qu'on stocke dans la blockchain. C'est là l'enjeu. Si vous stockez des données en vous disant ouais c'est bon, jamais on va aller pouvoir les lire, non. Même si vous utilisez un super système cryptographique aujourd'hui, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, c'est sûr, quelqu'un pourra les voir, quelqu'un pourra les lire. L'ordinateur quantique peut tout changer. On changera les algorithmes, on va baser tout sur l'ordinateur quantique, très bien, et on repartira dans une complexité, une guerre à l'armement, entre d'un côté les clés de chiffrement, je ne sais pas si c'est 500 dans l'ordinateur quantique, mais il y aura un truc équivalent, et puis ceux qui vont tenter de déchiffrer les données. Puis c'est reparti, on continuera la course à l'armement. C'est sans fin. Donc, pas stocker de données sensibles, c'est là le problème si vous faites ça, effectivement. Juste le point que je voulais rajouter. Content de la rencontre, ce passage. Le point que je voulais rajouter, c'est effectivement la notion de sécurité, c'est toujours une problématique de ROI, en fait. Et effectivement, si j'ai beaucoup de moyens, j'ai quand même toutes les chances de pouvoir, à un moment ou à un autre, casser une clé ou casser une sécurité. Je trouve qu'il y a un indicateur qui est assez intéressant sur Bitcoin en particulier. Je crois qu'il y a les mineurs, il y a un beau graphique qui est sorti, là, dont je ne me souviens plus trop où je l'ai lu d'ailleurs, mais il y a 4-5 ans, ou 5-6 ans plutôt, on pouvait miner avec un PC sur laptop. Et puis après, effectivement, on est passé à des cartes graphiques, voilà, qui avaient une capacité de calcul qui était bien plus importante. Et puis après ça, on est passé à des serveurs avec des capacités des cartes graphiques. Et puis après ça, on a fait des ASIC, enfin des FPGA d'abord, puis on a fini par faire des ASIC quand même. Alors les ASIC, je pense que, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais c'est quand même des puces qui sont dédiées pour faire un calcul qui est bien spécifique. Et en l'occurrence, on a fait des ASIC Bitcoin, quoi. Et là, effectivement, ça laisse quand même penser que le coût d'un ASIC est quand même suffisamment important pour que voilà, il y ait quand même une équation économique à l'instant donné qui a fait que ça valait le coup d'investir pour, alors là, c'était pas dans la volonté de fraude, puisque c'était pour collecter pour être miner, parce qu'on est rémunéré en Bitcoin quand on mine. Mais encore une fois, c'est bien cette logique de ROI qui est illustrée, et je pense qu'il faut avoir cette lecture vis-à-vis de la sécurité comme vraiment une problématique de ROI. Encore une fois, je suis sur la deuxième question, là, je crois. Moi, je suis beaucoup plus pessimiste, effectivement. On ne doit pas avoir affaire au même notaire, je pense, parce que j'ai jamais vu trop la valeur ajoutée. J'ai jamais trop vu la valeur ajoutée, hormis un coup de tampon ou un enregistrement dans un registre. Donc je pense que ça, effectivement, c'est vraiment menacé. Par opposition, justement, à la notion de brevet, qui requiert quand même beaucoup d'interprétation, de compréhension, de créativité dans la lecture et l'interprétation des textes, quoi. Donc effectivement, là, ça va. Mais bon, c'est comme beaucoup de métiers menacés par la technologie, c'est qu'il y a une nécessité de monter en compétences, en créativité. Il y a des choses qu'on ne sait pas faire encore aujourd'hui avec l'informatique, c'est la créativité, l'interprétation. Donc ça laisse quand même de beaux jours à ceux qui ont cette capacité de développer ce savoir-faire, quoi. Et puis, effectivement, je me considère ambassadeur aussi de l'ESEO, donc il faut voilà, effectivement, les collègues ont bien mieux dit que moi, mais effectivement, c'est des domaines et des thématiques qu'il est absolument important de maîtriser. C'est sûr que je pense qu'on ne le verra pas assez. Merci. D'autres questions? Alors oui, commencez ici. De l'autre côté après. Oui. Bonsoir. C'est pour revenir du coup sur la sécurité. Comment on peut s'assurer et
qu'un gros acteur puisse mettre beaucoup de serveurs sur une chaîne et donc puisse par la suite influencer les écritures. Donc plus de 50% des serveurs soient sur un même groupe. Je crois qu'on ne peut pas s'assurer de ça. Voilà, je crois que la réponse en français, c'est qu'il y a beaucoup de... Il y a des mineurs qui sont agrégés, qui ont créé des fermes, et puis il y a des fermes qui sont agrégées. Donc aujourd'hui, il y a une débauche de moyens, et je crois que, je ne sais pas, vous maîtrisez peut-être mieux, mais une immense partie, une immense majorité des serveurs se trouvent dans un seul et même pays qu'aujourd'hui, je crois. Exactement. Donc la Chine ne peut pas la mentionner, quoi. Donc du coup, effectivement, c'est un enjeu, encore une fois, de capacité d'investir, l'accès à l'énergie, parce qu'effectivement, on n'a pas tellement parlé de ça, mais le proof of work, comme Romaric l'a décrit tout à l'heure, c'est extrêmement consommateur en énergie. Donc il y a un accès au coût de l'énergie qui fait qu'il y a des endroits qui sont plus propices que d'autres. Donc à titre individuel, je pense que le retour sur investissement d'acheter une carte graphique à la FNAC et puis de se dire qu'on va pouvoir miner et d'en faire un business, c'était vrai il y a peut-être 7-8 ans, ça n'est plus du tout maintenant. L'espérance de guerre est proche de 0 pour un langage. Mais oui, effectivement, ils sont tous dans le même pays. Après, il y a d'autres pays où c'est intéressant, en Islande par exemple, parce qu'ils n'ont pas les problèmes de refroidissement, du coup, parce que les Asiques, ça, quand même, ça chauffe. Donc idéalement, en fait, si vous avez plein d'argent, que vous voulez gagner de l'argent en minant, il faut mettre ça dans un pays soit où l'électricité coûte pas cher, ce qui est le cas de la Chine, soit dans un pays où vous n'avez pas de problème de refroidissement. Ou les deux, idéalement. Mais aujourd'hui, effectivement, en fait, alors, c'est encore une fois, c'est sur la blockchain Bitcoin. Les Mani-Pools dont on parlait tout à l'heure, ils ont tendance à marquer au fer rouge, en fait, ils laissent un mot dans le bloc qui fait qu'on peut les identifier, et donc ça, effectivement, on peut retrouver, on voit sur différentes fenêtres de temps qui minent beaucoup, enfin, ils sont 4 ou 5, je crois, et sur les 4 ou 5, il y en a 3 ou 4 qui sont chinois, et donc il y a une grosse proportion. Maintenant, il reste 50% au moins des blocs qui ne sont pas minés par des... enfin, qui ne sont pas marqués, et donc on ne peut pas dire. Voilà. Un complément, si un jour Bitcoin s'écroule pour une raison X ou Y, ou à la fin, ou quelqu'un prend la possession de l'ensemble de la blockchain, c'est pas grave, il n'y a aucun problème. Ok, les gens qui ont investi là-dedans perdront de l'argent, bon, voilà, c'est comme d'investir dans des actions, c'est risqué. Et le concept même de la blockchain, d'échanger des informations de manière transparente, ça ne change pas, les principes sont toujours là, ça fonctionne toujours aussi bien. Qu'il y ait des gens qui cherchent à les détourner, à les dévoyer, oui, c'est l'histoire de l'humanité, c'est comme ça. Et ça pose aucun problème. La blockchain continuera sa vie, il y en aura d'autres, et puis d'autres gens chercheront à nouveau à tirer profit, à détourner. C'est pas grave. Donc, vous entendrez forcément parler dans les journaux d'ici 5 à 10 ans de blockchain qui s'écroule. Et il y en aura d'autres, et c'est pas gênant. Je vais rajouter un. Juste pour revenir sur l'histoire du consensus tout à l'heure, suivant les modèles de calcul qu'on prend et les défaillances qu'on va considérer, on a des algorithmes où on peut prouver qu'ils ne sont pas corrects si on a plus de la moitié des fautes de défaillance. Et ça, c'est typiquement l'argument qui est mis en avant dans les blockchains en disant la puissance de calcul à 50%. On a d'autres algorithmes, dans d'autres modèles, et où la borne, elle tombe à 1/3. Alors typiquement, quand je vous disais aujourd'hui, ce serait bien de savoir ce que ça fait. Est-ce que la borne, aujourd'hui, elle est vraiment à 50% telle que c'est annoncé dans le papier fondateur? C'est loin d'être clair, puisque justement, ça fait peut-être pas tout à fait du consensus, donc il y a beaucoup de preuves à faire pour s'assurer de la correction de ce que ça fait, et donc les modèles dans lesquels on est sûr d'être safe, la fiabilité, enfin sûr, ouais. Voilà. Et ça, aujourd'hui, c'est un vrai problème. Question ici, oui. Oui, je voulais revenir sur la notion de droit à l'oubli. Vous avez parlé tout à l'heure de droit à l'oubli. Qu'est-ce que ça veut dire que le droit à l'oubli dans une blockchain? Est-ce que ça veut dire, est-ce qu'on est capable de retirer un bloc, ce qui veut dire que la blockchain n'existe plus quelque part? Qu'est-ce que c'est que le droit à l'oubli dans un registre comme ça partagé? Alors, une excellente question, effectivement. Typiquement, on ne stocke pas de données dans la blockchain. On stocke plutôt un historique de transactions. Et donc, le droit à l'oubli, c'est décorrélé. Alors, il y a plusieurs façons d'interpréter. Je crois même encore que la réglementation n'est quand même pas extrêmement claire. Le droit à l'oubli, tel que je le comprends dans la réglementation, c'est de décorréler des données personnelles de données anonymes. Voilà. Donc, si demain, j'ai gardé tout un historique d'activités physiques ou bancaires ou autres,
mais qu'on n'est plus capable d'associer mon nom à ça, j'ai exercé mon droit à l'oubli. Donc la décorrélation entre les données dites personnelles, et qui elles, pour le coup, sont bien identifiées, la décorrélation entre données dites personnelles de données d'activité, par exemple, ça suffit, tel que la réglementation l'indique aujourd'hui, dans tous les cas sur la compréhension, ça suffit effectivement à exercer ce droit à l'oubli, à être conforme au droit à l'oubli. Par contre, la blockchain, là, encore une fois, l'idée, c'est pas forcément de stocker de la donnée dans la blockchain, mais c'est de stocker ce lien, voilà, entre l'individu pardon, c'est tout à fait ça. C'est de stocker effectivement à un instant T un droit d'exercice sur les données, et qui sera cassé effectivement lorsque la personne devra exercer ce droit. Donc encore, faut pas voir ça comme étant dans le registre, j'ai stocké des données, puisque justement là, faut voir la blockchain comme une base de données qui est, il n'y a pas de fonction unique, il n'y a pas de super administrateur. Donc on peut rien enlever. Voilà. Donc il n'est pas question de mettre de la donnée dedans et de l'associer à un individu, évidemment, parce que là, effectivement, c'est complètement à l'inverse du principe. Ça répond à votre question ou... Oui, en partie, mais si je reprends l'exemple de tout à l'heure où on a un élément qui... On vous entend plus là. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure, je ne vais pas y arriver. Peut-être le deuxième micro, sinon, parce que celui-ci... Oui, en parlant fort, ça va arracher. Si je reprends Merci. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure où on a un élément qui est enregistré dans la blockchain, qui a été enregistré de façon un peu difficile, et qui n'est pas un élément réel, mais qui est un élément qui a été forcé. Comment est-ce qu'on peut revenir là-dessus? On ne peut pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce que... je ne sais pas si l'exemple s'apparentait à Bitcoin. Les Bitcoins, effectivement, pour le coup, on y stocke vraiment. Alors, c'est plutôt un SON, c'est un historique d'échange, quoi. Là, en l'état, Bitcoin stocke de la donnée quelque part, quoi. Voilà. Donc là, effectivement, chiffré, mais effectivement, s'il y a des moyens frauduleux de forcer une écriture, voilà, il n'y a plus de délit derrière, quoi. Et c'est pour ça qu'effectivement, cette notion, et encore une fois, je pense que l'application de la blockchain, c'est vraiment, c'est pas une base de données, et c'est encore moins une base de données en temps réel. Donc si on utilise ça pour stocker de la donnée, c'est pas le bon outil, quoi. Voilà. Faut vraiment voir ça comme étant un journal, quoi, un journal d'échange, voilà, et de transactions. Il y a la partie A qui transacte avec la partie B, et c'est vraiment cet historique-là qu'il faut gérer. Et avec ce respect-là, je pense qu'effectivement, on peut très bien exercer des droits à l'oubli, voilà, malgré le fait que le registre, là, lui, sera pérenne, quoi. Voilà. Bonjour Olivier. En complément, en fait, il n'y a pas de super admin, comme disait Sam tout à l'heure. Donc, si quelqu'un stocke votre nom, votre prénom, même si vous ne voulez pas dans la blockchain, il y est. Alors, pendant quelques minutes, peut-être quelques heures, vous pouvez encore essayer d'aller négocier un petit peu avec les mineurs. Vous avez suffisamment de pouvoir, discuter avec eux pour essayer de créer un fork de la blockchain, parce que quand les blocs sont encore récents, on peut imaginer, voilà, comme disait tout à l'heure Omar, peut-être que voilà, la blockchain peut encore repartir sur une autre voie. Quand les blocs sont encore récents, il est encore éventuellement imaginaire, en théorie, de créer une blockchain alternative. Dès lors que le bloc va de plus en plus profond dans l'historique de la blockchain, voilà, une espèce de fossilisation de la donnée, un juriste qui utilisait ce terme-là, il va devenir vraiment impossible. Il sera impossible d'aller modifier dans les 600 000 machines qui stockent aujourd'hui l'historique de la blockchain Bitcoin simultanément. C'est impossible. Si la donnée a été mise à votre insu, bah, elle y est, voilà, on peut rien faire. Vraiment, c'est un truc, aujourd'hui, on a une incapacité, même un État, mais si un État dit ouais, il faut le faire, il faut enlever, c'est impossible. Tout le monde aura forcément encore une copie qui part sur une machine, un laptop privé, un téléphone. Donc ouais, il y a un enjeu aujourd'hui de aussi d'éduquer les gens à ce qu'ils stockent. Moi, quand les gens font les projets blockchain, attention à ce que vous stockez dedans. Commencez pas à mettre des données personnelles, vous ne pouvez pas les effacer, quoi. Mais on sait bien, il y a des bugs dans les systèmes informatiques. Voilà, le truc qui par erreur, ça arrive, hein, des fois par erreur, hop là, 120 millions de noms domaines, enfin de noms de personnes qui sortent sur Internet. Ben, genre, il y aura peut-être des boîtes, hop là, 120 millions de noms stockés dans la blockchain, quoi. Ah, comment on fait? Ben, on peut rien faire. Donc là, ouais, il y a un challenge,
n'y a pas de solution. Je ne suis pas super optimiste là-dessus, mais c'est comme ça. Juste pour compléter l'histoire de... c'est super compliqué en fait d'effacer. Pour revenir sur l'histoire des dés de tout à l'heure, en fait, plus la donnée qui embarque, qui vous concerne, elle est basse, plus ça va être dur. L'idée, c'est qu'en gros, ce que vous pouvez faire, vous n'allez pas l'effacer, vous pouvez créer une chaîne alternative qui va être choisie par le protocole. Donc plus elle est basse, plus il va falloir faire de 6 au dé. Et donc, consécutif. Et alors pour les matheux, ça va être une loi géométrique et c'est un peu... directement. Ça coûte vraiment un bras en fait. Et alors par contre, pour rebondir sur la question du... vous avez peut-être des gros moyens. Alors vous avez peut-être lu dans les journaux, c'était l'année dernière, l'attaque de la DAO. Il s'est passé un truc, alors il y avait des contrats, c'est la chaîne Ethereum, il y a des gens qui ont mal programmé, il y a 50 millions de dollars qui sont partis dans la nature. Et là, justement, il y a des gens qui sont dit oui, mais non, c'est pas normal, je crée au scandale et tout ça. Et il y a une partie de la communauté qui s'est dit, bah, effectivement, c'est pas normal. Ils sont revenus en arrière, donc là, il y a un accord social, où les gens se sont dit, bah, en fait, effectivement, on fait comme si on était 15 jours en arrière et rien ne s'est passé. Et donc, il y a une partie de la communauté, donc ça a donné la monnaie Ethereum. Et il y a une partie des gens qui ont considéré que l'attaque était sur le programme, donc la DAO, et pas sur la structure blockchain, et qui sont restés sur le fait que, bah, effectivement, c'est arrivé. Le problème, il ne vient pas du registre, il vient du dessus. Donc le registre a raison de l'enregistrer, et ils sont restés. Donc aujourd'hui, il y a une capitalisation boursière pour eux qui s'appelle Ethereum classique. Eux, c'est les gens qui pensent que c'est vraiment immuable. Les autres pensent qu'on a le droit de réécrire l'histoire. Alors ça, on fait tous, en général, les États en particulier. Voilà. Donc ça arrive quand même, mais il faut avoir les moyens. Bien. Question ici, oui. Madame. Oui, je suis professeur de droit et spécialiste de propriété intellectuelle numérique. Alors, bon, je ne comprends pas tout, mais permettez-moi de réagir. Tout d'abord, la blockchain, c'est un outil, et c'est un outil qui va être au service des notaires. Et c'est pas un hasard. Je pense qu'aujourd'hui, les notaires qui sont très bien structurés, très bien organisés, s'intéressent beaucoup à la blockchain, et je pense essayer, dans un environnement sans doute fermé, de créer une blockchain qui va leur permettre de garder les traces de ce qu'ils ont authentifié. Ça, c'est une première chose. Ensuite, bon, le notaire, quand même, il a un rôle de conseiller. Et par exemple, bon, si vous décidez d'opter pour un régime matrimonial particulier, bon, le notaire a vraiment un rôle important à jouer. Alors bien sûr, le contrat de mariage ensuite sera authentifié, sera enregistré, etc. D'où le recours à la blockchain. Deuxième chose, vous avez parlé de la SACEM tout à l'heure. Et là encore, on voit bien que les opérateurs ont bien identifié la blockchain comme un outil pertinent pour l'exercice de leur activité. Et la SACEM, qui gère des répertoires, est très intéressée par la blockchain. Et peut-être en association avec les smart contracts. C'est vrai qu'il y a une pratique fréquente de streaming, on va chercher de la musique, on va chercher des films, on les télécharge ou pas, peu importe. Eh bien, avec ces nouveaux outils, on pourra peut-être déclencher automatiquement les paiements. On gérera grâce à la blockchain le partage des droits, et puis on pourra déclencher automatiquement le paiement. Donc, et je pense que du côté des brevets, on pourrait imaginer quelque chose comme ça. Alors, malgré tout, les offices nationaux ou régionaux ont un rôle très important à jouer parce que avant d'enregistrer le brevet ou les autres objets, hein, ça peut être la marque, ça peut être le dessin modèle, etc., ils vont exercer un certain contrôle au fond, et ce contrôle au fond va donner toute sa valeur au titre. Donc ça, c'est quand même, ça reste important. Mais on voit bien dans de nouveaux, dans le secteur, par exemple, des télécoms, toute innovation s'appuie sur des brevets et de très nombreux brevets antérieurs.
Et parfois, on a du mal à négocier ces brevets antérieurs, on a du mal à négocier des licences, de simples licences. Peut-être que la technologie blockchain pourra apporter une solution pour cela. Peut-être qu'on peut aussi choisir le libre pour son invention. Et le libre ne veut pas nécessairement dire la gratuité. Donc on peut imaginer une blockchain qui constate la création, qui donne accès d'ailleurs à la technologie, mais si on accède à cette technologie, automatiquement un paiement peut être enclenché, et ça peut être très intéressant pour l'inventeur. En fait, on en revient effectivement à ce qu'il disait tout à l'heure, à la notion de redonner de la valeur au service. Oui, exactement. Ouais. Moi, je pense que les notaires disparaîtront pas, en tout cas ceux qui apporteront un service, ce qui n'en apporte pas, effectivement, ben là, c'est je suis du client, je passe par un intermédiaire qui n'apporte rien, je ne l'utilise pas. Donc c'est la logique de redonner de la valeur au travail, de mieux identifier qui a produit la valeur. Dans le cas de la musique, c'est extrêmement complexe, je ne sais pas rentrer dans le détail, mais effectivement, il y a des milliers, des dizaines de millions d'acteurs qui aujourd'hui ne sont pas identifiés, ils sont en espèce de rémunération forfaitaire, parce qu'en fait, on n'arrive pas à identifier quelle est la part de valeur apportée dans la musique. Donc voilà, ils sont payés forfaitairement, mais ça se trouve. Surtout les artistes attachés. Voilà, il y en a qui sont sûrement sous-payés par rapport à ce qu'ils ont apporté comme valeur dans le système, mais parce qu'on ne sait pas le faire. On ne sait pas qu'on ne peut pas. C'est que dans la chaîne de valeur entre les musiciens, les gens qui créent les partitions, ceux qui participent à la fabrication, qui aident, qui réinterprètent, qui rejouent, enfin, c'est une chaîne de valeur très complexe. La blockchain est une possibilité, on va rester encore dans le conditionnel, parce que on verra si cette complexité on peut l'implémenter, effectivement de mettre en œuvre des choses qu'on n'a pas su faire jusqu'à présent, donc redonner de la valeur au travail. Donc là vous avez cité un certain nombre de cas d'utilisation intéressantes. La technique apportera des solutions intéressantes. Donc transformation des gens et des services, et peut-être une sélection naturelle, les gens qui n'apportent pas de services ne resteront pas sur le marché. Et dernière chose, vous avez beaucoup parlé des banques, vous n'avez pas parlé des assurances. Alors justement, en fait, je pense que ce qui correspond tout à fait à tous les cas d'usage que vous avez décrits, on en a parlé au début, en fait, tous vos cas d'usage, on a un acteur qui joue un rôle de tiers de confiance. Et ça, c'est des choses dont on ne peut pas s'affranchir avec ce type de technologie, on ne crée pas de la confiance. Et le notaire, quand il met son sceau et qu'il dit il y a eu mariage ou il y a eu transfert de propriété, c'est le notaire qui valide ça. Et ça, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on sait faire. Par contre, quand on est sur des actifs qui sont créés par le système, c'est le cas des monnaies, là, on n'a pas de tiers de confiance. Et ça peut être géré automatiquement. Donc typiquement, quand on a le cas de, je disais quoi tout à l'heure, Airbnb et StockX, il n'y a pas besoin de tiers de confiance. Oui, il y a un danger pour Airbnb. Par contre, la SACEM qui perçoit sa gamelle au passage, ils font quelque chose. Ils sont un tiers de confiance pour les gens. C'est une intermédiation, c'est une plateforme d'intermédiation. Ils gèrent les droits. Ils perçoivent une gamelle, ok, après... En fait, les notaires de passionne, je veux bien, mais c'est qu'effectivement, ce que la blockchain fait, c'est vraiment ça, c'est une plateforme d'intermédiation. Et je ne vais pas chez le notaire pour avoir un papier d'identité, je vais chez le notaire pour qu'il enregistre un acte. Et effectivement, cette affaire d'intermédiation, si je vois monsieur A et madame B qui sont d'accord pour se marier, j'acte ça. C'est ça que ça va. Pour moi, je fais le même parallèle avec la Poste d'antan, quoi. Ils avaient le monopole du transfert d'informations. Voilà, j'écrivais une lettre, partait à la Poste, c'est passé par télégramme, c'est passé par la télécommunication par la suite, mais on voit bien qu'il y a eu une espèce de monopole qui a été complètement chamboulé une fois qu'Internet est arrivé. Ce n'est plus le monopole de la Poste, et je vois la même chose se passer. Là où il y a monopole aujourd'hui dans l'intermédiation, voilà, et surtout quand l'intermédiation elle n'est pas anonyme parce que les gens sont physiquement présents, mais c'est ça que la technologie va permettre, c'est qu'on va pouvoir faire de l'intermédiation entre des entités qui ne se connaissent pas, qui ne se voient pas, et qui ne sont même pas aptes à être en relation. L'exemple que l'on met, c'est voilà, on crée un jumeau virtuel, donc on crée une identité virtuelle qui va être capable d'avoir une responsabilité légale. Voilà. Et je pense que c'est ça que ça va chambouler, effectivement, c'est cette notion de mise en relation en y associant une relation de confiance, quoi. On ne crée pas de la confiance, voilà. Mais par contre, effectivement, on bâtit une relation de confiance entre des entités qui ont été réputées. Et voilà, donc effectivement, le notaire, lui, ne crée pas la confiance. Il ne va pas créer une identité, il ne va pas créer quoi que ce soit. Par contre, il va constater cette relation. Peut-être une dernière question, parce que je vois que l'heure tourne, et puis il y a des rafraîchissements pour vous remercier d'avoir participé à cette soirée, mais encore une ou deux questions peut-être. On avait une question par Internet. Oui, les questions Internet, voilà, profitons-en.
Quelle est la différence entre la blockchain et le Web of Trust? Toile de confiance. Entre la blockchain et, je n'ai pas entendu là. Le Web of Trust. Ah, d'accord. Bon. On est parti pour une autre soirée, peut-être. Si. Les utilisations qu'on a, donc, majoritairement, c'est du suivi d'actifs en règle générale. Et l'idée, c'est vraiment de suivre le passage de main en main. C'est un historique intègre. Le Web of Trust, en fait, c'est une question, quand on gère justement les questions de clés asymétriques pour signer ses mails, ce genre de choses, chiffrer ses mails ou utiliser des bitcoins. En fait, on va déclarer là-dedans qu'on a confiance en des gens, parce qu'on a vérifié leur identité, et on a confiance dans la manière dont ils gèrent leurs clés cryptographiques. Et donc, partant de là, si j'ai une confiance absolue en un ami, je sais que c'est un ami, je sais qu'il gère bien ses clés, bah, toutes les clés qu'il va signer, et donc, voilà, je vais les considérer comme de réputation. Et on va être capable de considérer comme ça les niveaux de confiance qu'on accorde aux gens. Il n'y a pas de ledger. Mais là, il n'y a pas de ledger. Enfin, c'est PGP, quoi. C'est stocké, en externe. Il n'y a pas de ledger des échanges. Il n'y a pas eu d'enregistrement des échanges qu'il y a pu y avoir. Si je t'envoie un email crypté et que tu es capable de décrypter, il n'y a pas l'audit de la traçabilité des transactions qu'on a pu avoir. Non, mais par contre, si on se croit tous les deux, tu dois avoir une trace de ma clé dans ta signature et réciproquement. Oui, d'accord. Donc voilà, il y a un lien. Il n'y a pas historique, quoi. Voilà, on n'est pas capable de quantifier notre niveau de communication, puisque c'est deux choses séparées. D'un côté, il y a les mails qu'on va chiffrer et signer, et de l'autre, il y a nos clés qui nous permettent de faire ça. L'utilisateur Internet est satisfait. Voilà, est-ce qu'il y a des questions Internet? C'est bon, vous... Non, les autres ont trouvé leur réponse pendant la conférence. D'accord. Très bien, bah, écoutez, je vais vous remercier à nouveau pour votre participation active. Je vais remercier nos panélistes qui nous ont beaucoup éclairés. La conclusion que je vais en retirer, c'est qu'on peut encore envoyer ces enfants faire des études de notariat, mais il vaut beaucoup mieux les envoyer à l'ESEO faire des études sur la blockchain. Donc, ce sera ma conclusion pour ce soir. Merci beaucoup et rendez-vous à l'extérieur sur un